funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Je n'étais pas un leader, mais voilà. Je faisais partie des gens qui tabassaient, qui prenaient des choses aux gens, fouillaient leur poche, prenaient leur portefeuille, leur chaîne, et essayaient de les revendre, quoi. Donc moi, je pointe du doigt une société qui fait pérenniser un contexte de fragilité structurelle pour certaines populations qui sont migrantes, sans vraiment pointer du doigt la question de la criminalité. Non, c'est un monde dangereux, tu peux te faire tuer, tu peux te faire tabasser. Donc en fait, si on dit c'est facile, non, c'est pas quelque chose de facile. Il faut que les gens soient au courant de ça. Mais c'est dangereux. Moi, j'ai pas envie qu'on mente aux gens. Moi, j'étais bien têtu quand même à cette époque-là. Donc la bonne ceinture. Voilà. Quelqu'un qui a goûté un peu. Mais j'en ai goûté. Il faut écouter les parents avant tout, en fait. Moi, c'est tout ce que je sais. Les parents, ils ont toujours raison. Chers membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Avant tout, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à commenter, à débattre, à partager aussi. Grâce à vous, les funérailles des tabous ont grandi. Nous avons évolué et nous sommes devenus bien plus qu'une simple émission. Ensemble, nous avons bâti une véritable institution, un lieu où les idées s'entrechoquent, où les voix s'élèvent, où les consciences s'éveillent. Alors, depuis nos débuts, nous avons tenu une promesse, celle de révéler des talents. Et nous sommes fiers de l'avoir tenue. On a une mission, et cette mission continue. Rien ne change dans notre volonté de faire émerger de nouveaux visages, de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Je vous l'annonce, la famille et la maison des funérailles des tabous s'agrandit. Et nous ouvrons aujourd'hui grand nos portes pour accueillir de nouveaux talents et renforcer notre équipe avec des compétences supplémentaires. Alors, c'est simple, on a besoin de journalistes, on a besoin de rédacteurs en chef, de commerciaux, de chroniqueurs, d'animateurs. Alors si vous sentez que vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre à cette aventure collective, ce message est pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse suivante, lesfunéraillesdestabous@gmail.com. Elle devrait s'inscrire en bas de l'écran. Ce n'est pas un simple appel, c'est une invitation à construire avec nous, à inventer ensemble les prochaines étapes de notre histoire. On ne s'est pas arrêté au plateau TV ou à l'émission. Nous avons décidé d'aller au-delà avec des projets comme les piliers de l'enrichissement, des séminaires, des rendez-vous d'apprentissage et de réseau. On a touché des centaines de personnes prêtes à grandir, à apprendre, à s'entraider et à se transformer. Et ce n'est que le début. Une fois de plus, je vous dis merci. Merci à vous. Merci pour la force que vous nous donnez. Continuons ensemble à faire vivre les funérailles des tabous et je vous dis à très vite. Bienvenue dans les funérailles des tabous, là où l'on enterre les clichés pour faire surgir les vérités qu'on tait. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde que beaucoup préfèrent ignorer. Nous allons parler de la prison. Ses murs, ses codes, ses couleurs, ses douleurs, ses silences. En France, les prisons débordent. Et parmi ceux qu'on enferme, la communauté afro est surreprésentée. Pourquoi ? Est-ce une simple question de justice ou de système ? Il y a quelques années, le président Sarkozy affirmait que la délinquance pouvait être détectée dès l'enfance. Mais comment construisons-nous un parcours carcéral ? Qu'est-ce qui amène un jeune homme, un jeune en général, vers la prison ? Et surtout, peut-on vraiment en sortir ? Pas seulement physiquement, mais socialement et psychologiquement, ainsi qu'humainement. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Adama Diawara. Bonjour. Bonjour Adama, c'est notre invité du jour, originaire du Sénégal. Il a connu la délinquance, la rue, la prison. Aujourd'hui, il en est sorti. Il porte un regard cru, lucide et courageux sur ce qu'il a vécu. L'avant, le pendant et l'après. À ses côtés, deux chroniqueurs engagés. On a Bachwa Mosengo, notre coach love et entrepreneur. Bonjour à tous, Bachwa Mosengo, coach love, entrepreneur, guide du groupe Ubuntu BO. Je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau. Alors, Bachwa, lui aussi, a traversé l'univers carcéral et partage un regard intime sur la manière dont la prison blesse, transforme ou détruit. On va le voir justement avec Dia, notre sociologue et analyste des dynamiques culturelles.
Oui, bonjour. C'est un honneur, un plaisir d'être sur le plateau, de le partager avec nous, avec vous. Et ce sera une bonne occasion de parler d'un phénomène qui, quelquefois, semble tomber du ciel lorsqu'il a des sources et des causes qui viennent de l'histoire. Et ça, on va le voir. Oui, justement, Dia, tu mettras justement en lumière les mécanismes sociaux et historiques, voire politiques, derrière cette surreprésentation, cette surincarcération des afrodescendants. Alors, la question, c'est, la prison est-elle forcément un passage ou une impasse? Et si l'on cessait de parler des détenus uniquement en chiffres, ce qui va être difficile pour moi, hein, je suis un spécialiste des chiffres, mais aujourd'hui, si plutôt on s'intéressait à ceux qu'on enferme et de ce qu'on en déduit de nous. Alors, bienvenue dans les funérailles des tabous. Ce soir, on ouvre une cellule pour éclairer une vérité. Alors, Adama, tu as un parcours, on va dire un sacré parcours. Est-ce que tu peux nous en parler de ton parcours de jeune adolescent, de la délinquance? Comment finalement tu es arrivé à la case prison? Alors, moi, je suis arrivé en France en 92. Je viens du Sénégal, je suis arrivé en France en 92. Je suis arrivé à Saint-Denis avec mes frères, tout ça. Et j'étais dans un quartier où c'était pas facile quand même. Parce que Saint-Denis, tout le monde connaît Saint-Denis. Et là, C'est quel quartier? à Saint-Denis, la plaine Saint-Denis. Ok. Et dans ce quartier, j'ai eu des fréquentations. Moi, j'arrive du pays, du Sénégal. À quel âge? À 17 ans et demi, je vais avoir 18 ans. Et à partir de là, voilà, il m'est arrivé, je traîne avec des gars peut-être qui n'étaient pas, avec qui il ne fallait pas traîner peut-être. Mais à partir de là, ma vie a basculé en fait. Alors, juste pour mettre un peu de contexte. Donc, tu arrives. Est-ce que tu avais déjà des frères et sœurs qui étaient déjà là? Comment ça s'est passé? J'avais déjà des frères et sœurs qui étaient là avec mon père et ma mère à Saint-Denis. Moi, je suis venu en fait en regroupement familial Ok. avec mon grand frère. Donc, ok, vous êtes revenus à deux, mais vous aviez des petits frères. J'avais des petits frères qui étaient là déjà et petites sœurs. Ouais, ok. Et du coup, à partir de là, tout allait bien. J'avais commencé à faire une remise à niveau. J'avais trouvé un petit travail après, entre-temps. Et un soir, j'étais avec des copains, tout ça. On est sortis, on était dans la rue. Il y avait une soirée dans le quartier où il y avait plein de gens qui venaient faire la fête. Et ce soir-là, on s'était mis à dépouiller des gens qui venaient s'amuser, quoi. Alors, elle est venue d'où cette idée? Comment ça... Elle est venue cette idée, parce qu'on traînait dans le quartier et on n'avait rien à faire. Et voilà, ça nous est venu comme ça. On s'est dit, il y a des gens qui ne sont pas du quartier, ils viennent faire la fête dans notre quartier, pourquoi pas les dépouiller, tout ça. Mais en fait, derrière ma question, c'est, elle est venue de toi, cette idée? Elle est venue de... Vous étiez un petit groupe, il y avait sûrement des leaders, enfin... Tu faisais partie des leaders ou tu étais plus un leader? Non, j'étais pas un leader, mais voilà. Je faisais partie des gens qui tabassaient et qui prenaient des choses aux gens, qui fouillaient leur poche, prenaient leur portefeuille, leur chaîne et essayaient de les revendre, quoi. On est en quelle année, si c'est pas trop indiscret? C'était en 96. Ouais. Et ce soir-là, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait interpeller par la police et je suis allé en garde à vue avec des copains justement. Et du coup, les personnes qu'on avait dépouillées, ils sont venus nous identifier. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à faire ma première peine de prison. Et j'avais pris 6 mois. 6 mois. Oui, 6 mois avec sursis. Mais c'était pas la première fois que vous dépouilliez des gens. Tu l'avais fait déjà à répétition ou c'était juste la première fois? Non, c'était vraiment la première fois que je faisais. Et j'ai pas eu de chance ce soir-là, en fait. C'est parce qu'il y en a qui ont réussi à se sauver. Et moi, du coup, je me suis fait attraper par occasion. Et ce jour-là, je me suis fait attraper avec mon petit frère. Ah ouais. Qui était mineur. Ok. Et mon gars qui était mineur, lui aussi, ils lui ont mis une peine. Et il est sorti en semi-liberté avant moi.
Juste pour mettre un peu de contexte, ton petit frère, comment ça se passait pour lui? Parce que vous venez d'arriver. Ton petit frère, est-ce qu'il était déjà dans un processus, dans une chute, ou il était déjà vers la délinquance, ou tout allait bien pour lui? Du tout. Mon frère, C'est un parfait. voilà, c'était un parfait. Voilà, c'était pas son truc. Mais lui, je sais pas comment il s'est trouvé là, ce soir-là, mais c'était pas son truc. Il a voulu suivre ses grands frères? Ouais, bah, forcément, parce qu'on était tous dans la rue, en fait. On était tous ensemble. On était tous là. Et on n'a pas réfléchi. Je sais pas, ça nous a pris par coup de tête comme ça et voilà. Alors, moi, je m'intéresse souvent, parce qu'on parle de après la prison, mais je m'intéresse souvent à l'avant. Parce que pour moi, si on veut trouver vraiment une solution pour les afrodescendants, et même en ce qui concerne les détenus, il faut comprendre quel processus les ramène à arriver à là, mais de manière humaine. On va aller de l'intérieur. Alors, j'ai une question à te poser, Adama. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de traîner dehors qui t'a ramené à là? Parce qu'on connaît en général, les parents ne disent pas ne traîne pas dehors, etc. Ou est-ce que tu penses que même si tu serais resté chez toi, quoi qu'il arrive, tes potes du quartier seraient venus te chercher et quoi qu'il arrive, ils t'auraient entre guillemets sorti de là et vous auriez fait ce que vous avez à faire? Non, c'est le fait que je traînais dehors, en fait. C'est pas le fait que... Parce que si c'était chez moi, je pense que ça serait jamais arrivé. Même mes potes, ils seraient venus me chercher. Je pense pas que je serais sorti à aller le faire. En fait, c'était sur le coup, quoi. J'étais avec eux, on était dans la rue, tout ça. Je les voyais faire et... Donc tu penses que t'aurais pas dû, en gros, traîner? J'aurais pas dû traîner, oui. Parce que moi, à cette époque-là, en fait, j'ai travaillé. J'étais pas trop... Voilà, je travaillais un peu. Je faisais un peu de travail. Je travaillais... je faisais un peu de ménage, tout ça, machin. Je faisais des formations, un peu. Bah alors, dans ce cas, t'avais un peu quand même... t'avais, des petits salaires. Voilà, j'avais commencé. T'avais pas un besoin forcément de voler. En fait, tu l'as fait comme une occupation, comme... Voilà, non, voilà, t'as su... Voilà, j'étais dans la rue, j'étais jeune et voilà. Influençable. Voilà, voilà, c'est ça, j'ai suivi, voilà, je me suis fait embarquer dedans et voilà. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question assez dure, mais est-ce que tu penses que ton frère se serait fait arrêter si toi et ton grand frère, je suppose... Ton petit frère. Oui, mais vous étiez 3 ou 2? Ouais, non, le grand frère était pas là, lui, il était à la maison, lui, il est passé, il était pas là. Donc, est-ce que tu penses que ton petit frère se serait fait arrêter ou se serait retrouvé dans cette situation si toi, tu n'étais pas là? Peut-être, parce que des fois, je suis chez moi et que lui, il est dehors. Ok. Donc, mais tu sentais cette influence sur lui? Tu sentais que la rue avait une influence sur lui? Tu sentais que peu à peu, il déviait? Parce que tu nous as dit, c'était un enfant droit. Ouais, il déviait, mais c'est en fait, après, c'est la seule histoire qu'il a eue, mon frère, hein, avec la justice, hein. Alors aujourd'hui, il est responsable, il travaille dans un théâtre, il est bien placé, il a un bon boulot et voilà. Mais sinon, mon frère, après ça, il est jamais retourné en prison, en fait. Il n'y a jamais eu d'autres histoires derrière. Contrairement à moi. Peut-être que tu voudrais dire quelque chose, Dia? Oui, moi, il y a 2-3 points que je vais brasser comme ça, avec une sensibilité qui tient compte de la manière dont les individualités, les trajectoires individuelles des personnes sont construites à cause du social. Les rites de passage existent dans toutes les sociétés, où on veut voir si, quand on est dans un groupe de pairs, un groupe d'amis, est-ce que tu es un bonhomme, quoi? Est-ce que toi aussi tu es avec nous? Est-ce que tu fais ce parti nouveau? Et comment? Pour les uns, ça va être rouler un joint et le faire tourner. Pour d'autres, ça peut être d'autres types de criminalité, des tournantes, des choses sales. Et pour certains, ça va être de dépouiller. Dans ce genre de dynamique, ce que moi je vais toucher du doigt, c'est l'absence, dans un contexte de migration, l'absence de ces cellules d'initiation, en fait, ces cercles d'accompagnement au passage à la vie adulte. De la même manière qu'on accompagne un homme lorsqu'il se marie, une femme lorsqu'elle devient un peu plus grande. Moi, je dis, les sociétés d'accueil, on les considère comme des sociétés occidentales où tout le monde est censé être un humain universel et donc on a les mêmes attentes. Or, souvent, justement, dans la migration, il y a toute une histoire, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes. Lorsqu'en plus, la cellule familiale n'est pas équipée symboliquement par la langue, par le niveau de dépenses sociales, le niveau de relations, de socialisation. En fait, les enfants, ils sont quelquefois en difficulté parce que des parents d'abord sont en difficulté. Donc moi, je pointe du doigt une société qui fait pérenniser un contexte de fragilité structurelle
pour certaines populations qui sont migrantes. Sans vraiment pointer du doigt la question de la criminalité seulement, je dis, si on voulait vraiment changer le problème de ce qui va être en amont de la prison, ce qui vient avant la prison, ce qui conduit les gens à traîner, ce qui conduit les gens à faire des groupes où ils s'identifient, pour trouver une autre identité que celle de la maison. Parce que celle de la maison, moi je suis Bambara par exemple, mais ici il faut que je parle une autre langue. Quelquefois à l'école, par le passé, on disait ne parle pas trop la langue, parle-toi français, sois intégré. Mais être intégré, c'est quelquefois être désintégré sur un autre plan. Et on se cherche d'autres cercles pour se sentir vraiment faire partie d'un groupe. Ouais. Et à ce moment, les rites de passage peuvent être des rites qui, en fait, sont des déviances, au final. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Moi, j'allais te demander, est-ce que le contexte familial pour toi a pu se retrouver dans quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce qu'il y avait les parents et voilà ce que je veux dire. Le mythe du self-made man, faut arrêter. S'enrichir seul, c'est une illusion. Ceux qui réussissent vraiment, en fait, ils s'entourent, ils s'alignent avec les bons. Tu veux lancer un business, investir, avancer, mais t'as ni capital, ni réseau, ni repère. Tu tournes en rond, quoi. Et tu crois encore que la clé, c'est faire tout seul? Eh bien, tu as rendez-vous avec des experts à la date indiquée à l'écran. On te montre les piliers concrets de l'enrichissement. Bourse, mindset, immobilier, des leviers accessibles, une méthode, un cercle. Et c'est 100% gratuit. Tu veux évoluer? Commence par ton entourage. Clique sur le lien, inscris-toi et rejoins un écosystème qui propulse. Pas demain, mais maintenant. La solitude, c'est pour se recueillir. Pour réussir, il faut savoir se réunir. Alors, à l'action. Clique sur le lien. Ciao. Non, mais quand j'avais des bons parents. Bon, après, mon père, je pense peut-être qu'il était un peu trop laxiste sur ça, quoi. Il était trop gentil, il serrait pas assez la vis avec nous. Ma mère, c'est le contraire. Ouais. Ma mère, parce que, ma mère, elle était un peu dure, parce que je me rappelais quand elle me disait de ne pas sortir, par exemple, la nuit. Moi, mes petits frères dormaient, tout ça. Moi, j'écoutais pas, hein. Moi, je disais, tu sors pas, tout ça, tu restes à la maison. Moi, je sortais quand même. Malgré tout, je l'écoutais pas. Je sortais jusqu'à tard la nuit. Et quand je rentrais chez moi, elle avait fermé la porte parce qu'elle avait les clés de la porte. Et nous, on veut que je dorme avec mes petits frères dans une pièce à côté. Et fermait la porte à clé, tout ça. Du coup, quand j'arrivais, la porte était fermée. Qu'est-ce que tu faisais alors? Ce que je faisais, je restais derrière la porte, je dormais. J'ai resté dans le salon, je dormais par terre. J'attendais que mes frères se levaient le matin pour aller à l'école, pour pouvoir aller dans la chambre. Après, là, il y a un point intéressant. C'est qu'on parle de la maison. Du coup, tu es issu d'une famille nombreuse. Ouais. D'accord. Donc maintenant, tout à l'heure, tu m'as dit que valait mieux que tu restes, que tu ne traînes pas dehors. Mais est-ce que finalement, tu avais la possibilité de rester à la maison au niveau de l'espace? Parce que par exemple, nous, quand on était plus jeunes au quartier, on avait des potes à nous qui traînaient dehors parce que des fois, la maison, c'était difficile à vivre. Nous, des fois, on vivait un peu une forme de confinement un peu avant l'heure. Tu vois, et un peu, quand tu vois même nos chambres, un peu, c'était un peu, quand je suis arrivé, moi, en prison, j'ai vu les superposer. Ça t'a rappelé des choses. J'ai dit, bon, il y a un parallèle un peu. Donc, je me dis, est-ce que des fois, là, comme Jay l'a dit, est-ce que les HLM, les endroits où on se trouve, est-ce que ça favorise pas la sortie? Est-ce que peut-être si tu vivais dans un grand pavillon, dans un quartier résidentiel, etc., est-ce que tu aurais eu autant envie de sortir? Tu vois, est-ce que c'est pas le cadre familial qui a joué un rôle? Les parents ont fait leur travail, les parents sont là, ils font leur travail, mais le contexte social, c'est ça que j'interroge. Mais c'est pas faux ce que tu dis, parce que moi, en fait, avec, comme je t'ai dit, dans la chambre qu'on avait, il y avait 3 lits. On dormait, il y avait mes 2 frères qui dormaient dans un lit, l'autre lit, c'est les 2 frères, et moi, j'avais un petit lit. C'est le plus bas, mais seul. Voilà, j'ai dormi un petit lit qui était sur le côté et tout ça. Il y avait ça aussi, c'est vrai que ça jouait un peu quand même. Tu vois, ça... Est-ce qu'on est déterminé par notre environnement? C'est ce que vous essayez un peu de dire. Moi, c'est pas seulement. Il y a un côté. C'est une famille qui a eu un projet migratoire. Ouais. Ce sont des hommes et des femmes. On replace dans le contexte historique. 1989, il y a la chute du mur de Berlin. Ça se traduit en 90 par le discours de la Baule, où on fait dire à Abdou Diouf et d'autres présidents présents, on leur dit, François Mitterrand, il va falloir ouvrir l'économie, la libéralisation pour tous, et ça va se transcrire 2-3 années plus tard par la dévaluation du franc CFA. Ça veut dire que dès les années 80, on parlait de la conjoncture économique actuelle, la conjoncture monétaire, les années 86-87. Là, on est dans un cas où un homme, une femme décide d'améliorer le sort
de eux-mêmes et de leurs enfants. Mais ils arrivent dans un monde nouveau. Bien sûr. C'est un monde différent, avec des codes différents. Ce que je dis, c'est que quel que soit ce que les parents font avec ce qu'ils ont comme équipement culturel pour justement maintenir les enfants dans un carcan, ils sont obligés d'accepter que leurs enfants sont des mutants. Ça veut dire qu'ils arrivent dans un environnement où ils doivent comprendre les choses autrement. Et les enfants sont conscients de ça quelquefois et se disent, bon, les parents me disent ça, mais moi-même, il y a des choses qu'il faut que je voie. Ouais, les codes de son environnement, en fait. Et quand économiquement aussi, il y a des difficultés qui font qu'on a tout en petit. On a des rations. L'espace est confiné. Et on doit faire tout à la taille d'une boîte d'allumettes. Eh bien, c'est difficile de rêver. Pour ça, on va chercher à justement transgresser. En gros, moi, ce que je veux t'expliquer, Christian, c'est pas une excuse qui justifie tout. Mais l'environnement, bien sûr, a un impact. Vous voyez, ça veut dire que moi, mes parents, ils ont déménagé plusieurs fois. Et tu te rends compte que quand tu vis dans un quartier, c'est pas la même chose. Pas les mêmes codes Que quand tu vis, par exemple, ailleurs. Je vais donner un exemple assez simple. En France, il y a eu un moment ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Ouais. Et quand cette guerre-là s'est achevée, on a vu une montée du grand banditisme. Il y avait des grands braqueurs très connus, des anciens soldats finalement. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des fois, dans ces grands bandits-là, il y en avait certains dont les parents avaient de l'argent. Il y en a certains qui étaient issus de la bourgeoisie. Mais lui, il venait de la guerre. Donc lui, il pouvait tout avoir dans sa vie, mais quand il arrivait dans sa vie de civil, ça ne lui contenait pas. Et ils ont fait des braquages spectaculaires, dans mon courant. Et donc la guerre a joué un rôle. Et nous, en fait, quand nos parents ils arrivent, on oublie qu'ils sont issus de milieux où des pays souvent qui étaient en guerre, des anciennes ce qu'on appelle des dictatures. Donc en fait, on a des traumatisés de guerre qui viennent en Occident. Et les traumatismes, la guerre laisse des traces psychologiques et physiques. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, nous, on est par exemple la deuxième génération, moi, mes parents ne sont pas nés ici. Moi, mon père, il est passé par l'armée aéroise à l'époque de tout le régime de Mobutu, il est en 1997. Vous voyez? Donc ça veut dire que moi, mon père, il a vécu le régime de Mobutu. Il a connu l'armée aéroise. Et je suis face peut-être des fois à une personne qui a grandi en France, dont les parents ont étudié, fait leur diplôme, donc du coup, on n'a pas la même ambiance à la maison. C'est pas pour condamner les parents, mais c'est pour dire que l'environnement, de la même manière dont en France, après la guerre d'Algérie, il y avait une montée du grand banditisme, et c'était pas des Afros, c'était des personnes, des Européens, etc. Mais les événements, on a vécu des chocs récents. Pour te dire que le Congo, c'est toujours pas fini. Ouais. Et à force de foutre le feu au fin fond de la jungle, on finit par faire débarquer les fauves en Mbengue. C'est une phrase d'un artiste qui dit en fait que le contexte sur le plan économique, politique et militaire en Afrique, en Afrique francophone en tout cas, est fortement lié à la politique extérieure de la France depuis les années 50 et 60. Dès 58, avec le maquis du Cameroun, il y a de la violence qui est introduite. Et après, on dira, les Camerounais, on dirait qu'ils sont violents. Mais c'est une violence qui est partie d'ici. Ouais. Et les poulets rentrent se coucher au poulailler. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la France, parce que ce sont des Français qui sont ici aujourd'hui, eh bien, la France doit dealer avec une forme de délinquance pour laquelle elle ne met pas en œuvre ce qu'il faudrait en termes d'accompagnement, pas seulement économique, mais sur le plan culturel et psychologique. Prendre véritablement en compte le poids de l'histoire permettrait un accompagnement beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et là, pour ce que je peux reconnaître, c'est à chacun de prendre en charge ce poids de l'histoire collective en se disant « j'ai peut-être une déviance, mais je vais me remettre sur pied par moi-même et bravo pour ça ». Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toute l'histoire d'Adama, on va lui laisser continuer à raconter son histoire, mais je tiens à dire, il faut aussi que c'est pas que je veux me porter en porte-à-faux, c'est que à un moment, on doit aussi prendre nos responsabilités. Et c'est vrai que cette génération sûrement ne connaît pas un très grand film. Je ne vais pas citer un livre. Ça s'appelle Mortal Kombat. Et je sors souvent cette phrase chacun choisit son destin. C'est très important parce que comme Adama l'a dit, son petit frère, il a choisi son destin. Il n'y a pas de déterminisme. Ils viennent de la même famille, mais bon, on va continuer sur ton histoire. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé après, parce que je pense que c'est important de voir qu'il y a un contexte, mais il y a aussi des choix. Des choix. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, après 96, 97, à partir de là, j'avais fait de la prison, machin, tout ça, je suis sorti. Donc attends, la prison, tu l'as faite où à Fleury. Fleury-Mérogis. Je suis sorti, voilà. J'ai fait mes estimes à Fleury. Je suis sorti tout ça. J'ai remis à niveau. Avec ton frère?
Ouais, avec mon frère. Mon frère sortait vraiment, il a fait un peu de semi-liberté. Mais c'était... Ah, ok. Mais c'était toujours Fleury, non? Ouais, c'est toujours Fleury, ouais. Il était quartier mineur. Ouais, mineur, ouais, en fait. Et après, entre-temps, toujours, je continue à traîner avec mes potes quand même. Et il y avait... On a voulu quand même sortir de Paris pour aller voir en Bretagne comment ça se passe en Bretagne, quoi. Parce qu'on savait qu'il y avait en Bretagne, tous les ans, il y a des fêtes comme les transmusicales. On s'est dit, allez, on va aller faire un tour là-bas. On a pris... Attends, parce que là, tu vas vite. Il y a des sous-entendus. Donc, nous, on a besoin de... C'est les funérailles des tabous. Il y a des sous-entendus quand tu parles. Ouais. Vous vouliez aller là-bas, pourquoi? C'était quoi l'objectif? Faire la fête? L'objectif, voilà, c'était la fête pour aller quand même, voir à quoi ça ressemble. On a ramené quand même la drogue. Donc, non, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pas visiter la Bretagne, c'était vraiment y aller dans un but peut-être lucratif. Ouais, voilà, pour vendre et voir ce que ça donne, quoi, en fait. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans sa psyché. Après, après, on va sûrement... Parce que tu sors de prison. Et on l'a vu, finalement, c'est une forme d'opportunisme. C'est pas une opportunisme, mais c'est finalement... tu as fait face à une proposition, c'était la première fois, ça t'a brûlé. Ouais. Et là, j'ai l'impression que tu es revenu avec une mentalité où tu continues à traîner avec les mêmes gens. Oui, je continue à traîner avec les mêmes gens parce que c'est les seuls que je connais du quartier, c'était mes potes, c'était... voilà. Un groupe de pairs. Et c'est hyper fort parce qu'en fait, moi, la chose que j'explique tout à l'heure, on a parlé on a contextualisé. Contextualiser, c'est pas justifier ni encourager, c'est expliquer. Ça permet aux personnes qui ne connaissent pas ce monde-là d'avoir une certaine empathie. Ça veut dire que quand tu comprends une personne, tu peux l'accompagner. Mais si maintenant tu ne comprends pas la personne et tu la mets en prison, tu la mets en prison. À partir du moment où tu enfermes une personne sans faire un travail pédagogique derrière, en général, ça empire. Parce qu'en général, c'est en prison que tu vas croiser même les personnes qui vont dire « Ah, t'es passé par là, fais comme ça, fais comme ça ». Il y a des personnes même plus expérimentées que toi qui vont t'expliquer comment même encore mieux faire, entre guillemets. De perfectionner. C'est-à-dire que ta formation de petit délinquant va passer à peut-être grand gangster ou grand bandit. Voilà, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dans les funérailles des tabous, il y a beaucoup de personnes... le passage au niveau supérieur se fait souvent, même en prison. Mais si maintenant il y a un accompagnement, comme il a dit là, il est rentré en prison, mais il est sorti, tu retrouves les mêmes personnes. Mais si maintenant il y avait des personnes, comme là le travail qu'on fait ici, ou des médiateurs, il y a un travail qui se fait dans les quartiers. Je ne veux pas dire que... Même dans les prisons, il y a des associations. Dans les prisons, voilà, des personnes qui viennent, ou même des personnes des fois comme nous, on se ressemble, qui peut t'expliquer qu'il y a des alternatives, tu peux entreprendre. Aujourd'hui, voilà, moi j'entreprends, toi t'entreprends, même Dia, il est là, il a un travail formidable au niveau de la sociologie. Et moi, c'est ça la question que je voulais te poser. Quand toi, tu étais à l'intérieur, j'aimerais bien que tu nous fasses un peu rentrer dans l'univers de la prison. Comment tu le prends quand tu es en prison? Tu te dis, je suis en prison, je vais changer? Ou c'est vraiment, quand tu arrives en prison, tu te dis, finalement, c'est pas quelque chose de ouf et je vais recommencer quand je sors? Rite de passage. Non, finalement, c'est vrai, j'avais pas vu. C'est vrai que oui, des fois, c'est un rite. Vous êtes peut-être deux dans une cellule. Là, vous étiez combien? 5 dans une chambre? Non, mais moi, quand je suis arrivé dedans, franchement, c'était la découverte. Hein. Je connais pas la prison. J'étais jeune, j'avais 18-19 ans. C'était ma première fois. Franchement, j'étais perdu, quoi. Et quand je suis arrivé dedans, au début, j'étais en panique, tout ça, machin. Après, quand je suis arrivé, franchement, il y avait déjà 2 personnes dans la cellule. Ils avaient leur lit. Moi, il y avait un matelas par terre. Okay. Ils m'ont dit, là, tu vas dormir là, machin, tout ça. Et voilà. Et à partir de là, les jours sont passés. Et après, je me suis dit, allez, j'ai pris 6 mois. De toute façon, ça sert à rien de me focaliser dans ma tête. Quoi qu'il mette des trucs dans ma tête, je vais sortir en autre. Ça va passer, tout ça. Tu t'es fait des potes à l'intérieur? Non, non, pas du tout. Ah, donc t'as fait... Est-ce que tu je m'appelle, mais il y avait des Sénégalais qui avaient la promenade, tout ça, que j'ai rencontré, tout ça. Il y en avait un même qui connaissait mon oncle, parce que mon oncle, à cette époque-là, il était à Stalingrad, tout ça, et je lui parlais, il le connaissait. Et voilà, à partir de là, quand je sortais en promenade, il y avait des gens avec qui je parlais, et j'allais jouer au foot avec eux. Et vous avez parlé un peu de... Est-ce qu'il y a eu des personnes... En fait, moi, mon but, c'est quoi? Comme on est des funérailles de table, j'aimerais bien que les personnes, des fois, on puisse les faire rentrer dans cet univers-là. Ouais. Pour moi, qu'ils puissent bien comprendre. Est-ce que maintenant, quand toi, tu arrives en prison, du coup, tu croises des personnes comme toi, à aucun moment, tu parles de ton affaire. En général, quand tu arrives en promenade, on te demande, t'es là pourquoi, etc. Toi, tu as coupé le lien, parce qu'il y a des détenus aussi qui parlent avec personne. Mais est-ce que toi, tu as fait quand même un lien, discuter un peu?
Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont raisonné ou encouragé? Non, aux arrivants, aux arrivants. Parce que quand on arrive aux arrivants, ils vous mettent des cellules à part, tout ça, avant de vous mettre dans votre cellule définitive. Oui. En Les fait, arrivants, c'est voilà. quand tu viens d'arriver en prison. Quand tu arrives en prison, tout ça, je suis arrivé, on était plusieurs dans la même pièce. Et bon, on se demandait à tous pourquoi tu es là, tout ça, machin, tout ça. Bon, chacun disait pourquoi il était là. Et ouais, j'ai discuté avec des gens qui me demandaient pourquoi j'étais là, je leur ai expliqué. Et puis, il y en a un qui me demandait si c'était ma première fois. Je disais, ouais. Il me disait, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ça. Il faut pas paniquer, machin, tout ça, tu vois. Ouais, et puis voilà. Sinon, après, moi, quand j'étais dans ma cellule, franchement, je parlais avec personne. Je sortais en promenade, tout ça, comme je vous ai dit, j'ai rencontré des Sénégalais avec qui peut-être j'ai parlé vite fait, quoi. Sinon, moi, j'étais plus foot. Et après, je rentré dans ma cellule. En gros, tu ne te sentais pas dans ton univers. Non, je ne me sentais pas dans mon univers. C'est intéressant. Mais, Franchement, non. mais tu vois, avoir 17 ans, 18 ans et se réveiller en prison, c'est pas pareil que d'être sur un court de tennis ou à la plage. C'est sûr, ouais. Et que ce que ça laisse comme marque dans la construction identitaire individuelle, surtout quand tu sais qu'il y a d'autres au quartier qui sont passés par ça, même si tu n'en es pas conscient, en fait, il y a une identification qui se crée. C'est-à-dire que tu sais que tu es comme d'autres gens qui ont été en prison. Que si on t'avait dit que telle personne a fait la prison, telle personne a fait la prison, ou quand tu sortiras, tu verras, tu sais qu'il y a un truc que vous connaissez, que les autres ne connaissent pas. Et quelquefois, quand dans la rue, après au quartier, on va dire, en fait, non, lui, il était en 11. Lui, il a fait de la prison à un moment. En fait, tous ceux-là ont quelque chose à eux, comme une appartenance. Ce que moi je dis, c'est que la société dans laquelle on vit ne devrait pas essayer de reconstruire des vies en les détruisant, en les mettant en prison. Donc, effectivement, la contextualisation ne vient pas pour dire qu'il n'y a pas de force au choix individuel. Je dis qu'il y a des déterminants historiques et on ne les choisit pas forcément. En revanche, effectivement, en dehors de ceux qui sont criminalisés, la société pourrait prendre sa part de responsabilité. En dehors de la criminalisation, la société pourrait se demander s'il n'y a pas une autre solution que la prison. Et ça, c'est une petite rapide, après je te repasse. Le petit point, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Adama. Moi, quand j'ai été en prison, j'ai constaté que, tu vois, des vrais bandits, des endurcis qui ne changeront pas, quoi qu'il arrive, il y en a très peu. Ouais. Il y en a très, très peu. Et je crois qu'il s'appelle Jérôme Pierrat, je ne suis pas sûr, je crois que c'est lui qui avait écrit un livre par rapport à ça, où il y avait des personnes qui expliquaient un peu ça. Des vrais, ce qu'on appelle des durs. C'est pas que les autres ne sont pas durs. Il y a une différence entre savoir supporter. L'afro, comme on est dans des contextes difficiles, on a une capacité à supporter. Donc, des fois, on est en prison avec quelqu'un, il ne va pas pleurer. Si tu vas essayer de le taper, il va très, très bien se bagarrer, mais il n'est pas dans son élément. Il y en a très peu, finalement, de gens qui feront du banditisme, quoi qu'il arrive. Il y en a beaucoup de personnes, s'il y avait un cadre, un accompagnement, qui ne serait pas forcément dans ça. Et ce qui m'intéresse dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit non, je ne me suis pas fait des potes, j'étais dans mon coin, dans ma vie, et on va voir pourquoi, du coup, il est retourné, en fait, après en prison. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça qui... Avant d'aller là, justement, en allant sur le chemin, by the way, mais on est encore dans un lieu où c'est pas pour voir les vaches qui voulaient aller en Bretagne, c'est pour se faire de la maille, pour avoir de l'argent. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Oui, mais et je ne dis pas que la fin justifie les moyens. Je dis pas non plus que que tout le monde doit avoir ce dont il a besoin financièrement. Je dis que si les drogues continue d'être une alternative susceptible d'alimenter les rêves de personnes qui se sentent comme enfermées. Le vrai problème, c'est un enfermement symbolique. Un enfermement symbolique, je ne dis pas que ça affecte que les afrodescendants. Non, bien sûr. Je dis qu'il y a une histoire qui fait que c'est une communauté qui a, en valeur absolue, dans ce qu'elle a en migration ici, beaucoup de fragilité, qui ne sont même pas reconnus, même pas... Attends, tu vas très vite parce que il a parlé de drogue, il a parlé de vente de drogue, il a parlé d'argent, il a pas parlé d'utilisation, et effectivement, il a parlé d'argent, mais je vous rappelle qu'on parle d'Adama qui avait déjà un petit boulot à 18-19 ans. Moi, à 18-19 ans, je n'avais pas de petit boulot. Si, je travaillais, je faisais des petits boulots, j'avais une bourse, je travaillais, on se débrouillait en fait. Donc là, je pense qu'il faut faire très attention. Moi, je pense qu'est-ce qui fait que Adama, tu n'es pas allé demander à maman? Quoi, de l'argent? Vous demandez quoi? Mais au lieu de vendre.
Pourquoi tu n'as pas demandé à maman et à papa? Ben, parce que ma maman, déjà, c'était dur pour elle, comme c'était dur pour mon papa. C'est ce que je veux dire. Très, très dur. Ma maman, elle faisait les ménages dans des hôtels, elle faisait des trucs que je ne pouvais pas. C'était pas possible de demander à ma maman de l'argent. C'était à moi de lui donner de l'argent pour mon... C'était à moi de lui donner de l'argent. Voilà en fait ce que j'appelle une succession de rites de passage pour passer de l'enfant à l'adulte, à l'homme qui prend ses Là responsabilités. aussi, on peut aller dans un autre sens. Il aurait pu faire aussi plusieurs boulots. Est-ce que la voie, moi c'est la question que je pose, est-ce que maintenant la voie du business, la voie de la drogue, est-ce que c'était la seule voie qui s'offrait à toi? Est-ce que, comme toi, tu étais déjà dans le monde du boulot, parce que moi, il y a beaucoup de gens disant qui avaient zéro boulot avant, mais toi, tu avais déjà du boulot. Donc, qu'est-ce qui a fait que pourquoi tu t'es pas dit, je vais monter par exemple dans ma boîte? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, je vais partir en Bretagne, en plus c'est loin, je connais la Bretagne, pour aller faire du business? Ouais. En fait, c'est la facilité. La facilité. L'argent, avec la drogue, l'argent, ça rentrait plus vite, en fait. Et il faut plus d'argent, en fait. Mais là, j'ai aimé ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, tu as dit facilité, rapidité. Moi, je dis toujours pour moi que c'est pas un argent pour moi qui est facile, parce qu'une peine de prison, c'est difficile. Mais ça, Mais c'est un argent. on savait, ouais, on sait très bien ce qui nous attend, hein. Mais malgré ça, on fonce quand même. Ah, là, il faut être courageux quand même pour voilà. ça. Oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que tu dis il faut être courageux pour faire ça. Je peux pas. Mon nez sur les funérailles des tabous. Moi, je peux pas te laisser juste dire il faut être courageux pour faire ça. Justement, tu vois ta mère travailler, tu vois ton père travailler, et ça, c'est une valeur très très tôt. Moi, c'est la valeur travail, c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est la plus grosse valeur qu'on m'a inculquée. Et on m'a toujours dit il y a jamais d'argent facile. Donc j'aurais du mal à dire faut être courageux pour faire ça. Tu as pris des risques en connaissance de cause. Et donc, forcément, il y a des conséquences. Mais risque est égal courage, Christian. Non. Si quelqu'un, je t'explique quelque chose. Même si quelqu'un, il fait quelque chose de grave, quelque chose de très négatif, le courage, c'est quoi? C'est affronter ta peur, c'est faire des choses que très peu de gens peuvent faire. Par exemple, je sais pas moi, un sportif qui se lève tous les matins, qui prépare son match de foot, qui se lève avant tout le monde, qui part, c'est courageux. Après, maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que souvent, on dit facilité. Non, c'est un monde dangereux, tu peux te faire tuer, tu peux te faire tabasser. Donc, en fait, si on dit c'est facile, non, c'est pas quelque chose de facile. Il faut que les gens soient au courant de ça. Mais c'est dangereux et c'est pas quelque chose que je recommande, forcément. C'est là. C'est ça que je dis. Ouais, c'est ça la différence. Mais dire que c'est quelque chose de facile, moi j'ai pas envie qu'on mente aux gens. On est dans les funérailles des tabous. Ouais. L'argent, dans la rue, c'est pas facile. Mais moi, je vais plus loin. Pour moi, c'est Je dis, est-ce que c'est pas simple précisément ceux qui sont le moins futés, ceux qui sont les moins rapides, les moins bons qu'on va retrouver en fait en prison. Est-ce que ça veut dire, et c'est une question, hein, une vraie question. Non, pas forcément. Voilà. Parce que moi, Tu as parlé de chance, mais est-ce que c'est pas se dire que, et je pose la question à Bachois, parce que Bachois, tu disais que c'est rare de trouver en prison les gars qui sont des vrais durs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est des personnes qui ne sont... Non, il y a des personnes qui ne... Je veux pas dire que les autres sont tous mous. Non, pour que je sois précis. Je dis c'est rare de trouver en prison des personnes qui, quoi qu'il arrive, ne changeront du banditisme. En gros, qu'il ait de l'argent ou pas, il le fera. Par contre, en prison, c'est un endroit où, en majorité, les gens sont durs. Parce que... Mais non, voilà. Regarde, moi, je connais pas la prison. Je demande, est-ce que ceux qui sont en prison, c'est justement ceux qui ont été les moins futés, ceux qui ont parce moins que, en fait, futés, et que la police a été meilleure qu'eux. Oui, finalement. Bah, pas forcément, parce que moi, quand je me suis fait attraper, déjà la première fois, c'était à Brest. Après, la deuxième fois, c'était à Quimper. Après, je me suis retrouvé à Brest. Et la deuxième fois, c'était à Rennes. Alors, ça va peut-être un peu trop vite, parce que là, tu nous racontes ton histoire, on saute des étapes. J'ai l'impression qu'on saute des étapes. C'est vrai que la question de Bachois, la question de Dia, elle était très pertinente. C'est-à-dire, en gros, OK, faut être courageux pour prendre tel risque, mais est-ce qu'il faut pas être aussi un peu, je mets des guillemets, un peu bête ou moins intelligent pour se faire attraper? Non, ça, c'est la question. Ouais, mais justement, c'est pour ça que j'y réponds. En fait, c'est pas... Comme je me suis fait attraper à Quimper, moi, c'est quelqu'un qui m'a donné, hein. C'est pas que j'étais bête ou quoi que ce soit, hein. Non, mais j'ai fait attention. mais je faisais attention à ce que je faisais, tout ça. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné. Ah, OK, carrément. Donc, voilà, qui m'a donné. Est-ce que c'était un de tes complices? Donc, dans le recrutement, c'était un complice ou c'est quelqu'un qui avait l'habitude de venir me prendre des trucs, des choses. Il te devait de l'argent et il savait que tu avais fait Même, non, il me devait pas de l'argent. Il s'est fait attraper et puis la balle et je sais pas, et il m'a balancé. C'est ça arrive fréquemment. Du coup, c'est comme ça qu'il me fait attraper. Donc peut-être qu'on peut revenir sur cette histoire un peu, parce que là, on a sauté des étapes. Donc, finalement, vous décidez de partir en commando en Bretagne. Ouais, en Bretagne. Mais après, entre-temps, moi, là, c'était à Rennes. On est parti avec des copains, on est resté là-bas.
Et la fête, elle durait 2-3 jours. Hein. Ok. Et la fête, ça a été terminé, on aurait pu rentrer. Mais on a vu que ça marchait bien. Il y avait des opportunités. Et ça rentrait. Ouais, Ouais, voilà, ça reste plus rapide. plus là-bas qu'à Paris, dans notre quartier où ça va, l'argent rentrait plus rapidement. Du coup, on s'est dit, Vous pourquoi êtes pas rester? Ah, Voilà, vous êtes pourquoi pas installé. installer tout ça, pourquoi pas rester là, tout ça, et puis voilà. Donc un océan bleu. Oui. Ouais. Et sur ça, Christian, voilà, c'est le rapport au temps. Et moi, sur ça, je voulais m'arrêter. Parce que c'est vrai qu'une personne aussi qui va avoir 2 ou 3 boulots, c'est courageux. Ben, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que c'est courageux. Bien C'est-à-dire sûr. qu'à partir du moment où tu te lèves pour aller accomplir un objectif et que tu te fais mal au dos et que tu donnes d'aide à personne, c'est courageux. Ouais, Maintenant, la question, c'est quoi? C'est que le rapport à la rue, c'est souvent un rapport au temps. C'est-à-dire que il n'y a pas d'argent à la maison, je veux aller vite. Est-ce que maintenant, c'est cette voie-là qu'il faut prendre? Je ne suis pas là pour encourager les gens à faire ça. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, quand ça se passe mal dans la rue, ça se passe super mal. Ouais. Et c'est des choses qu'il faut dire. Ça, c'est la vérité, tu le sais. C'est clair. On va peut-être aller sur ça tout à l'heure par rapport à la prison. Qu'est-ce qui se passe dedans, même psychologiquement. Mais moi, ce que je vais expliquer, c'est ce rapport-là maintenant à la rapidité. Mais non, moi, je me dis, comme toi, tu avais un travail. Mais oui. Je veux dire, tu avais un boulot. Ouais. Tu as dit que c'était la rapidité. Mais maintenant, c'est quoi qui faisait que tu étais pressé d'avoir l'argent? Qu'est-ce qui te pressait? Tu as ton boulot, Est-ce que c'est ta famille? C'est la vie d'Aloca. Est-ce que c'est une meuf aussi, une fille? Non, mais comme je vous ai dit, femme? j'étais jeune. Non, même pas. C'était même pas. C'était Les même clics, pas- Qu'est-ce que tu allais en faire? c'était- Qu'est-ce que t'allais en faire? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu allais en faire finalement de cet argent? De cet argent, c'était m'habiller. Donc, c'est quoi? C'est faire la fête. c'est quoi? J'étais jeune, en fait. J'étais un Je pense que le peu matérialisme, j'étais un peu perdu, moi, à cette époque-là, je dirais, tu vois. Donc, c'était On a des plus matériel. Enfin, j'ai aidé mes parents quand même. Quand je rentrais, je venais avec de l'argent. Mais ils se posaient des questions quand même. Ils se posaient des questions, mais moi, je ne disais pas la vérité. Je travaillais, j'avais un petit boulot là-bas qui payait bien et je ne disais pas que je faisais ça. Et tes frères et sœurs, ils savaient? Mes petits frères, ils savaient, mais ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien, en fait. Tu les achetais? Comment tu Non, pas acheté, non, pas du tout. Pas du tout. Ils disaient rien, non, c'est comme ça. Solidaire, entre frères et sœurs, en tout cas. De toute Est-ce façon, que tu estimes avec le recul que la solidarité qu'ont eu tes frères et sœurs, finalement, ils sont un peu coupables de ton parcours? Est-ce que tu vois où je vais en venir? il ne faut pas être coupable parce que c'est moi le plus grand déjà, c'est moi l'exemple. Déjà. Complice. Complice. Tu as des enfants aujourd'hui? Oui, j'ai des enfants, j'ai des filles. Ouais. Mais il T'imagines? est tard. Elles sont C'est complice ou pas? Complice ou pas? Est-ce que tes frères et sœurs sont un peu complices finalement de ta trajectoire? Non. Parce qu'ils auraient pu t'arrêter. Non, pas forcément. Pas forcément. Un complice, ils vont pas Faut dénoncer être non plus. complice, ouais, même. Et puis même C'est un conflit de valeurs. C'est très important. même s'il m'avait dénoncé, rien n'a dit que J'aurais continué ou pas? j'aurais arrêté Mais directement. peut-être que en tes fait. parents t'auraient jeté dehors. Peut-être qu'il y aurait un Ouais, j'étais déjà dehors, hein. Je me débrouillais tout seul, hein. J'avais plus besoin de mes parents à cette époque-là parce que l'argent est rentré facilement. J'avais trouvé comme j'ai dit, on était en Bretagne et on avait trouvé on avait notre appartement, on vivait notre vie, quoi. Ok. Et puis voilà, moi, de temps en temps, je venais à Paris, c'était juste pour voir mes frères parce que mes parents me manquaient, mes frères me manquaient, tout ça, je venais pour ça. Mais sinon, moi, je vivais même plus à Paris. Et même Est-ce plus- que c'est la cellule familiale qui rend ça possible? Que justement, on ait des actes de délinquance qui se posent. Est-ce que ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, dans la cellule familiale, il y a une complaisance, on laisse les choses se faire et passer. Sachant que je dis ça en disant que tu as parlé d'avoir la belle vie. Mais on a des élites politiques qui volent. On les voit, on n'a même pas à citer les noms. Tu vois, pour les uns, c'est des bracelets électroniques, c'est pour les autres, voilà. Et c'est pas une question de même pas avoir la possibilité d'être à l'aise. C'est que c'est des gens qui veulent plus et qui poussent le matérialisme à son paroxysme. Moi, je comprends ce que tu dis, mais à ce niveau, quel est le rôle que peut jouer et doit jouer à ce niveau la cellule familiale? Parce que toi, tu as des enfants. Juste pour recontextualiser, pourquoi je t'ai posé la question sur tes enfants? T'imagines bien, tu as tes enfants. Vous êtes combien d'enfants tu as si c'est pas trop? J'en ai 2. Tu sais, Félicitations. Ouais. Félicitations. Merci. Et si un de ses enfants D'accord. commence à aller à droite, son frère le sait et ne te le dit pas. Tu vois bien que là, ça va te poser problème. On est d'accord ou pas? Ouais, Donc, je maintenant, vois ce que tu veux dire. si tu pouvais peut-être répondre à la question de dire, ouais. Par rapport si un de mes fils, si un de mes enfants. La cellule familiale, est-ce que la cellule familiale n'est pas aussi, il y a une complaisance, il y a eu une complaisance un peu de ta cellule familiale. Si on t'aurait tapé sur les doigts, et peut-être que tu aurais
au moins tu aurais peut-être coupé les ponts, peut-être que ça t'aurait fait réfléchir. Peut-être ou pas, parce que moi, en fait, j'étais bien têtu quand même à cette époque-là. Donc la bonne J'étais- ceinture, ça, voilà. c'est quelqu'un qui a goûté un Non, peu. Même pas. mais j'en ai goûté. Moi, j'ai goûté pire que la ceinture. Hein. J'ai goûté pire que la ceinture. Hein. Moi, avant de venir en France, j'avais un tonton, lui, qui me chicotait. Il rigolait pas, lui. Hein. Il y avait pas en gros, tu dis que la famille était pauvre au moment où toi tu commençais à faire. C'était pas Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. pauvre, c'est moi. Quand on a de complicité, on peut se poser plusieurs questions. Vous savez, quand les colons sont venus en Afrique, ils se servaient des médias pour expliquer à la population pourquoi ils devaient aller nous civiliser, nous couper les mains et nous faire plein de choses au nom de la civilisation, et ils ramenaient des fonds. En gros, ils expliquaient à leur peuple qu'ils allaient nous civiliser et c'est pour ça qu'ils nous massacraient. Et c'est pour ça que ces richesses-là aussi les ramenaient chez eux. D'accord. Donc en gros, là, admettons, ils sont rentrés dans le cerveau du peuple. Mais il y avait aussi certaines personnes, parmi ces colons-là, des fois qui avaient peut-être un sentiment de culpabilité ou qui n'allaient pas dans le sens, qui prenaient des photos aussi des fois et qui expliquaient qu'écoutez, ce qui se passe là, c'est pas normal. Ouais. Vous voyez? Mais du coup, des fois, les gens, ils étaient coincés. C'est-à-dire on garde notre confort de vie et on ferme les yeux. Ou on s'oppose à ce pouvoir-là, mais dans ce cas-là, on perd nos privilèges. Je te détruis. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut aller manifester, par exemple, pour de l'essence moins chère, etc. Mais si c'est l'essence au prix du sang, donc tu préfères quoi? Avoir l'essence à un bon prix? Ou le Ou col. dire que cette essence-là, je ne veux pas de cet argent-là, mais dans ce cas, l'essence, tu le payes cher. Mais si tu payes l'essence cher, peut-être que tu n'auras pas assez d'argent pour nourrir tes enfants. C'est le réalisme. Bah, des fois, à la maison, il y a peut-être des situations aussi comme ça. Où maman, des fois, ne veut pas, mais des fois, il n'y a pas à manger. Donc, des fois, elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais, mais d'un côté, tu lui tends un billet, on vient de couper le courant. Tu vois, donc des fois, c'est pas forcément de la On ferme complicité on ferme les yeux. Non, c'est qu'elle voit que tu t'es battu. Elle voit que tu as pris d'une mauvaise manière la bonne décision. Des fois, c'est un peu Peut-être compliqué. de te responsabiliser. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, des fois, comme on dit, il y a un dicton qui dit en Kikongo, You fanganzalandia bundim boteko. Ça veut dire que le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand une personne elle est affamée, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux te retrouver à faire certaines choses. Donc maintenant, il faudrait peut-être pas résoudre ce problème de faim ou essayer d'atténuer, aller dans les causes. Plutôt dire, complice, pas complice. C'est pas aussi simple que ça. Si quand t'as pas eu le ventre vide, tu comprends pas des fois de quoi on parle. Mais nos parents ont eu le ventre vide aussi. Non, c'est très important. C'est que j'appelais ça criminalisation au départ, mais en fait, c'est limiter une personne à l'acte qu'il a posé à un moment de son parcours. Ça, c'est une autre manière de l'enfermer. Et je trouve qu'on est dans une société qui fonctionne beaucoup de cette façon-là. Où, à partir du moment où on va te dire, bon, écoute, tu as posé tel acte et tel acte-là, on peut se demander si ça ne te définit pas indéfiniment. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Non, c'est vrai. Je pense qu'on va revenir sur cette question en fait sur finalement, est-ce que la prison finalement c'est une empreinte à vie? Est-ce que quelles sont les conséquences finalement du passage en prison? Mais il faut faire très attention sur ce qu'on dit parce que c'est vrai. Tu l'as mentionné, Bachois. On parle quand même d'une famille qui se retrouve en Europe. Il y a des gens qui ont vraiment faim. Tout est relatif. Moi, je dis souvent, il y a toujours plus pauvres que nous. Donc finalement. En ce qui concerne les valeurs, c'est vrai que tu as raison, il y a des combats tous les jours et c'est pour ça que tu disais que c'est courageux. Ils sont pas forcément complices, quoi. Des fois, ils sont un peu... Lui-même, il est déjà complètement... des fois, quand tes parents, ils se battent déjà eux-mêmes pour s'en sortir, il va te transmettre des valeurs, après, il retourne se battre. Donc, des fois, il n'a même pas le temps, des fois, forcément, de te suivre. Tu vois? Enfin, ça, là, je parle pour tous les parents francs. Moi, j'ai eu un père qui suivait. Tu vois? Et pourtant, bon, là, c'est encore un autre parcours. Mais il a dit, son père, il était un peu plus laxiste, la maman suivait. Mais des fois, la maman, si elle bosse, elle a plein de choses à faire. Il y a beaucoup d'enfants. C'est pas forcément une situation facile à gérer. C'est pas dire que c'est forcément une complice. Non, du tout. C'est pas aussi simple que ça. Parce que moi, en même temps, ma mère, en plus, je l'ai perdu entre-temps. Quand je commençais à partir vraiment, voilà, quand j'ai commencé à partir vraiment en Bretagne, j'ai perdu ma mère. Et ça, ça a un peu, ça m'a un peu affecté aussi un peu. Donc, quand tu es devenu le grand frère, tu supportais la famille. Comment ça se plaçait financièrement? J'avais mon grand frère aussi. Et lui qui était là-bas aussi. Avec moi, qui était là-bas, qui... À Rennes aussi. Ouais, à Rennes aussi. D'accord. Qui était qui faisait le même truc que moi, en fait. D'accord. Il y a que les petits sont restés là et ils continuent à faire les études et machin, mais sinon, nous, on était partis... Donc là, il y a vraiment une scission. Tu es parti dans l'aventure. Voilà. C'est de l'entrepreneuriat entre guillemets. Hein, je mets vraiment des guillemets. Vous êtes allé à Rennes. Il y avait un marché. Il y avait un océan bleu. On y va. On s'installe. Les rapports avec la famille, ils sont comment? Tu viens une fois par mois? Une fois par mois. Et j'appelle mon père de temps en temps pour savoir comment ça va. Mes frères, je les ai au téléphone aussi. Ok. Et puis à partir de là, comme je vous ai dit, je suis parti à Quimper. Quimper. De Rennes, je suis parti à Quimper, tout ça, pour continuer mon truc.
Et là-bas, on m'a donné, je me suis retrouvé en prison là-bas. Donc, effectivement, donc il y a quelqu'un qui t'a balancé. Il y a quelqu'un qui m'a balancé. Ok. J'ai fait 1 an. Un Parisien ou toujours de Non, un Rennes? mec de là-bas. Un mec de là-bas. En plus, C'était un client ou c'était un de Non, tes c'était partenaires? non, c'était un mec. Ce mec-là, en fait, c'est même pas moi c'est même pas moi qui lui a vendu. Quand il s'est fait attraper, c'est un autre mec qui lui a vendu. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il avait contre nous, parce que nous, on était plusieurs. Hein. Il y avait deux Parisiens. Hein. Ils étaient là-bas aussi. On se connaissait, mais on traînait pas ensemble. Et c'est un des gars qui lui avait donné le truc. Mais vu qu'il avait peut-être plus peur de ces personnes-là, il m'a balancé moi. Il a donné mon nom, alors que moi, j'avais rien à voir dans l'histoire avec lui. Ok. Bah, du coup, Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé pour faire changer ta manière de fonctionner? Tu vois, on voit ça comme un problème. non, ça m'a pas aidé à changer, puisque après, quand je suis revenu à Rennes, je me suis remis dedans et je me suis refait attraper. J'ai pris 2 ans pour... Mais dans ta peine, t'as fait... Donc là, du coup, t'es tombé à Brest, Ouais. avant d'aller à Rennes. Ouais. Du coup, quand t'arrives à Brest, parce que la première fois, t'as dit que t'étais plus ou moins perdu et tout. Entre-temps, le temps est passé. Ouais. C'est-à-dire que l'État fait son travail, tu te fais incarcérer d'abord à Fleury, tu sors. Tu dis que là, tu recommences. Donc maintenant, à Brest, comment ça s'est passé? L'accueil, le système pénitentiaire, est-ce que maintenant, il y a quelque chose qui t'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnait envie d'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le système pénitentiaire qui te disait que bon, tu vais changer de chemin? Non, franchement, non, du tout. J'ai pas pensé. Parce que même, je me suis dit, mais c'est Club Med par rapport aux autres prisons. Parce qu'en fait, c'était... Condition pour eux, hein? C'est quoi? C'était pas... Enfin, Léger, c'était léger. ouais, c'était léger, quoi. J'ai rien senti qui... Après, ça, c'est peut-être ta résistance aussi, parce qu'il y a des personnes, moi je connais des personnes qui ont été en prison, par exemple, à Brest. Il y a des gens aussi qui craquaient là-bas, qui disaient que l'atmosphère, c'est pas la même population que tu vois dans en Bretagne. Ouais. Et il y a des gens qui craquaient. Ouais. Donc maintenant, pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire, tu penses que si la prison elle avait été plus disciplinaire, t'aurais changé plus tôt? Ouais, peut-être. Parce que, en plus, moi, quand je suis arrivé, franchement, il y avait des gens que je connaissais qui étaient déjà là-bas, mais franchement, c'était... Donc tu penses que c'est juste Facile une pour question moi. de vérité? Ouais, je peux te dire, parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, on avait tout. On avait sport, on avait plus de liberté, on avait beaucoup de liberté. Quand je suis arrivé, j'ai demandé une cellule individuelle, je l'ai eu. Qui vient te voir? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir? Si, il y a mon petit frère qui venait me voir et j'avais une copine ici à Paris qui venait de temps en temps me voir. Et ton père? Et mon grand frère qui m'a rejoint aussi après là-bas. Donc, il t'a rejoint en prison? En prison, ouais. Et bon, finalement, après, on s'est retrouvés ensemble dans la même cellule. Mais Dans là, la même cellule, même? Ouais, dans la même cellule, ouais. Comment? Il y a des demandes, il y a des Ouais, requêtes? enfin, une demande, ouais, je sais. Bah, ok, c'est cool, hein? mais t'es la prison la plus dure pour laquelle, la plus dure pour toi, c'était laquelle? C'est lesquelles qui étaient les plus sévères avec toi? Le plus sévère, c'était Rennes, franchement, Jacques Cartier, des 2 ans. D'accord. Et c'est vrai, Et c'est là, ça a fait que ça a changé. Voilà, c'est là. Parce que moi, j'ai vu des personnes, par exemple, qui sont dans des quartiers disciplinaires, qui ont fait des prisons, des peines très, 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 très dures, Ouais. et ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que moi, je vais m'intéresser vraiment, après, on va continuer à ce niveau-là. Toi, tu as expliqué qu'en gros, c'est Rennes qui t'a fait le tournant, mais est-ce que la famille a peut-être joué un rôle à ce moment-là pour te changer la chose, ou c'est venu vraiment de toi-même, toi et la prison? Non, c'est vrai, la prison. Ah, ça, c'est très intéressant. On va quand même le laisser parler parce que là, ça devient très intéressant. Donc là, tu finis ta peine. Tu avais pris combien pour Brest? Pour Brest, j'avais pris 1 an. 1 an. Ouais. Donc tu finis ta peine, ça se fait très bien. Tu es avec ton frère. Ouais, c'est après, il est sorti, je suis sorti. Oui. Quand je suis sorti, je suis revenu à Rennes. Tu tombes pourquoi à Rennes? Pour stup. C'est pas cette fois-ci pour stup. Et la première fois, c'était La première fois, c'était stup et d'armes première et deuxième catégorie. Ok. Et justement, vu que j'étais récidiviste, il m'a mis 2 ans en fait. Ok. Alors que j'aurais pu me prendre moins. Et tu penses que c'est les 2 ans où c'est vraiment la prison, l'atmosphère de la prison à Rennes? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Non, mais les 2 ans, quand j'ai pris les 2 ans, moi j'avais, en fait, en plus à Rennes, quand j'ai à Jacques Cartier, il y a plein de gens que je connaissais. Quand je suis arrivé là-bas, c'est Adama, tout ça, ça va, tout ça, machin, tout ça. Quand je demande un truc, je l'avais, machin, tout ça. Ah, mais voilà. pas si dur que ça veut dire. Au début, c'était pas si dur que ça. Ok. Mais après, tous ces potes-là qui sont sortis, tout ça, là, ça commence à être autre chose. Ça m'intéresse vraiment. Vas-y. Ça commence à être autre chose. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en plus, il fallait que je fasse quelque chose, je pouvais pas rester comme ça. J'ai demandé après, à partir de là, je commence à aller même, j'ai fait une demande pour aller prier, tout ça, là, ouais, faire la prière, tout ça, machin. Je demande à travailler, j'ai créé une lettre au directeur pour travailler.
en tant que à la cuisine. Et du coup, ma lettre a été acceptée et j'ai commencé à travailler en cuisine, tout ça. Et à partir de là, en fait, je commence à me dire, pourquoi pas faire ça quand je vais sortir, de continuer à faire. Parce que j'avais pas envie de tout le temps finir, de tout le temps retourner en prison, tout ça, machin, toujours des allers-retours. Et à partir de là, quand je suis sorti de prison, avant de sortir, j'ai essayé de trouver du travail, avec les trucs sociaux, là. Ils m'ont aidé à trouver du travail. Et j'ai trouvé un petit boulot que je faisais. Je travaillais dehors et je rentrais en prison pour finir ma peine. T'avais une femme à ce moment-là? Non, j'ai pas de femme. J'avais une copine, mais voilà, elle venait me voir de temps en temps au parloir, mais c'était pas du sérieux, en fait. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes en prison. Ouais. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont changé par rapport à la famille. Ouais, mais bon, après, c'est pas par rapport à elle. Et du coup, quand je suis sorti, franchement, j'ai dit non, j'ai plus envie de retourner en prison. Je me suis dit, je vais m'aider à travailler, tout ça, machin. Bon, après, il y a eu des creux, hein. J'ai travaillé, j'ai arrêté, j'ai travaillé, j'ai arrêté. Et après, là, c'est après que j'ai rencontré une fille et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie de ne plus faire de bêtises ni rien du tout. T'as trouvé du travail facilement? Oui, j'ai trouvé du travail après, ouais. Et elle m'a bien fait comprendre que ça se passait très bien. Hein. Moi, avec elle, ça se passait très, très, très bien. Et elle m'a fait comprendre que si jamais tu retournes en prison, je sais que tu as fait de la prison, machin, tout ça, tu me l'as raconté, mais si jamais tu retournes en prison pour des conneries comme ça, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, moi, j'aimerais jamais te voir au parloir et voilà, c'est même pas la peine. Ça veut dire que toi, c'est par amour que tu as changé. Je dirais plus par amour, oui. C'est par grâce de Dieu. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, hein, quand je réfléchis à ça, c'est que on pointe du doigt plusieurs problèmes individuels. On se dit que c'est lui qui a un problème, lui qui a un problème, lui qui a un problème. Mais le contexte qui crée ça, enfin, on oublie qu'on est dans un pays esclavagiste, qu'il a été, un pays colonialiste, qu'il a été. On oublie qu'à partir du moment où on abolit l'esclavage, le code de l'indigénat se crée, qu'à Saint-Louis, qu'à Gorée, il y a des êtres humains qui étaient considérés comme des biens meubles, que la police que nous avons sur les quartiers est héritière de certaines pratiques et de certains contrôles aux faciès et patrouille dans des lieux précisément où ceux qui viennent des États francophones du Sud vers les États francophones du Nord, comme il y avait les États du Sud et du Nord ailleurs, eh bien, en fait, on oublie tout ça et que on se concentre sur la manière de trouver en soi-même des ressources individuelles pour casser des barrières et des enfermements symboliques quelquefois qui viennent d'avant les vies. Toi, tu dis que c'est par amour que tu as voulu changer. Est-ce que tout ce contexte-là, ça ne t'a jamais questionné? Tu n'as jamais regardé le fait que... Le système. Voilà, il y a un système qui fait que tes enfants risquent de connaître des situations qui ressemblent à celles que tes frères, tes amis et toi-même avaient pas. Attendez, parce que là, vous l'acculez. On va le laisser. Je suis parce que là, vous l'acculez. Non, mais il a le droit d'avoir son histoire. Non, tu as posé une question. En fait, il est sorti de l'industrialité pour aller dans le système. Mais il va répondre justement à demain. Non, mes enfants, moi, j'espère pas qu'ils retournent. Moi, j'ai fait tout, en tout cas. Moi, je fais tout. J'ai fait en sorte que mes enfants ne connaissent pas moi ce que j'ai connu. Moi. Mais maman aussi et papa aussi ont fait ça pour nous. Oui, je suis d'accord. Mais moi, est-ce que j'aime bien dans son histoire, Adama? Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Moi, je suis d'accord qu'on peut trouver toutes les causes exogènes. On peut trouver des... Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on a une histoire qui est belle. On a un test. On a une famille. Il n'est pas le seul à avoir reçu cette éducation. Il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs à avoir reçu la même éducation. Ils sont partis de la même éducation. Ils sont arrivés à différents points d'arrivée. Ouais, voilà. Et puis moi... C'est pas pareil, parce que moi, mes parents, ils m'ont laissé là, j'étais au pays, et quand je suis arrivé en France, j'avais presque 18 ans, quoi, on peut dire. Du coup, quand je suis venu ici, je suis pas trop resté avec mes parents, hein, parce que, voilà, moi, à Paris, je suis arrivé en 92, en 97, j'ai déjà commencé à venir en Bretagne, j'ai déjà allé en Bretagne, tout ça, machin. Moi, j'ai plus vécu en Bretagne qu'à Paris, hein. Paris, j'ai pas vraiment vécu à Paris, hein. Moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, là, depuis là jusqu'à aujourd'hui, voilà, ma vie, c'est Bretagne, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'en gros, tu dis que finalement, tu n'es pas resté trop longtemps dans le cadre familial. Non, je suis pas trop resté. On revient au système. Je suis pas trop resté dans le cadre familial. Moi, je suis resté, comme je vous ai dit, je suis arrivé en 92, 96 par là. Ma maman, elle est décédée. Parti. Et voilà, et à partir de là, je suis parti en Bretagne avec les copains pour faire notre truc, tout ça. Et finalement, je suis resté. Après, j'ai eu des allers-retours, tout ça, machin. Mais après, ma vie, elle reste en Bretagne, quoi. Moi, après, j'ai plus...
suis plus vécu je suis resté en Bretagne, plus à Paris. Je venais juste pour voir ma famille, sinon. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et voilà, c'est pour ça que mes peines, c'est pour ça que j'ai fait une peine de prison à Brest à Brest à Rennes. Et à partir de là, j'ai eu de la chance de tomber sur une fille. C'est fou, hein, c'est fou cette finalité. Et qu'on a ça, là, et là, c'est. L'amour, c'est... Et là, aujourd'hui, on a 2 enfants. La première qui va avoir 8 ans au mois de septembre, la deuxième qui a 3 ans. Je les ai fait tant, mes enfants. Moi, j'ai 50 ans. Hein. Ah. Et Non, mais pas du tout. Pas du tout. Frérot, tu Donc, t'es bien en forme. ça va, je vous jure. Il se maintient souris même. Alhamdoulilah, voilà, je fais en sorte que ça se passe pour moi aussi. J'ai arrêté de fumer. Avant, je fumais. J'ai fumé shit, tout ça. J'ai tout arrêté. Je touche plus à rien. Et voilà. Et c'est pour mes enfants. Et ma vie. Alors, donc là, vous nous dites individuellement ce qui vous a sauvé, entre guillemets, c'est l'amour. Individuellement, d'une manière individuelle. Mais maintenant, qu'en est-il là? Quelle solution vous pouvez voir par rapport à votre... Non, mais c'est l'amour ou c'est la prison qui t'a transformé? Comme pour d'autres, comme Malcolm X, par exemple. Non. Est-ce que c'est le contexte de la prison ou bien c'est la volonté de bâtir une famille? Non, la prison. Franchement, j'avais plus envie. En fait, j'avais plus envie de retourner, quoi. Parce que j'ai perdu du temps. C'est grave. J'ai perdu beaucoup de temps. En plus, il y a de l'âge je commence à avoir de l'âge, tout ça. Je me suis dit, si je me prends pas en main. À quel âge tu la rencontres? Comment? À quel âge tu la rencontres, ta femme? Je l'ai rencontré, ça fait 13 ans, ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Waouh. Ouais. Franchement, moi, je suis coach love aussi. Entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je suis passé par là, donc on est la preuve qu'on n'est pas forcément condamné au drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu bosses et tout. Moi, j'ai une entreprise dans le transport, l'immobilier. Et l'amour, ça m'intéresse. Et pourquoi tout à l'heure, je t'ai demandé ça? Parce que franchement, la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, les femmes, l'amour a un grand rôle dans la destruction ou la construction de la personne. L'amour reçu par les gens qu'on aime et aussi l'affection, aussi le respect qu'on reçoit, par exemple, des fois, c'est la SPIP, des fois, c'est la psychologue, des fois, c'est vraiment... Et c'est là où elle arrive vraiment dans ce système-là. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait faire pour éviter que ceux qui viennent, parce qu'il y a des nouveaux Adama qui sont là, pour Bachois qui sont là. Ils ont 18 ans, 19 ans, ils nous regardent potentiellement. Et lui, il a faim, il a besoin d'argent, il a besoin d'oseille. On lui dit aussi qu'en Bretagne, il y a de l'argent à se faire. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quelle alternative pour toi, hein? Après, on n'est pas... Voilà. Quelle idée t'as qui pourrait permettre d'éviter ça? Parce que la question, c'est, il y a l'amour, certes, mais la prison elle-même n'a pas un facteur de transformation? C'est ce que je demande. C'est l'amour plus ou c'est la prison qui a... Bon, la prison, elle a joué son rôle quand même. Parce que si je parlais, ça se trouve, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en fait, voilà. Mais en tout cas, moi, le gosse, ce que je pourrais leur dire aujourd'hui, c'est que, voilà, il faut écouter les parents avant tout, en fait. Moi, c'est tout ce que je sais. Les parents, ils ont toujours raison. Et quel conseil tu donnerais aussi aux parents? Parce que avant d'arriver, parce que ton parcours, il est quand même extraordinaire. Tu t'es brûlé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu oses nous dire, c'est grâce à l'amour que c'est bon, on arrête tout ça. Nous, c'est sûr qu'on chante. Ouais, mais il y a l'amour. L'âge aussi. Il y a l'âge aussi. Oui, il y a l'amour. Et en fait, j'ai pris conscience. Et arrivé au moment où je me suis dit, voilà, je sais pas, peut-être que c'est pas donné à tout le monde, hein, mais voilà. J'ai eu de la chance. C'est pour ça que je dis j'ai eu de la chance. Et à un moment, je me suis dit, non, tu peux pas tout le temps continuer à faire ça. Parce que moi, j'ai des potes, hein, ils ont le même âge que moi. Hein, ils vont en prison, ils sortent, ils vont en prison, ils sortent, ils vont en prison. Et moi, des fois, quand je les croise, ils sont là à me dire, waouh, ils me disent, putain, toi, t'as changé, tout ça, machin. Et moi, quand on me dit ça, là, moi, je me sens... Ouais, tu te sens fier. Je me dis, voilà, fier. Je me dis, ah ouais, voilà. Ah, mais après, il y a des gens qui vont dire, là, je me mets dans la peau, là, je pense à mes petits-neveux, à mes petits cousins. À ma famille, mes frères Aux aussi. petits du quartier, qui vont me poser la question. Qu'est-ce qui répondrait un petit? Ouais, mais maman, elle comprend rien au système. Maman, elle me donne pas d'argent. Qu'est-ce que tu lui réponds à lui pour ça? Ta maman, elle te donne pas de l'argent. Il faut travailler, il faut trouver une solution. En fait, c'est pas une bonne solution d'aller braquer ou, je sais pas moi, faire agresser les gens ou aller vendre la drogue. C'est pas la bonne solution. Sur ça, moi, je vais te compléter. C'est là où on arrive sur les funérailles des tabous. Ils font des webinaires qu'on appelle les piliers de l'enrichissement. Et là, on parle d'éducation financière. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Il y a la crypto-monnaie, il y a Internet, il y a le e-commerce. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Même le VTC aujourd'hui. Tout à l'heure, là, j'étais dans un taxi, j'étais avec un jeune.
Il était tout jeune, il faisait déjà son taxi, il y a des alternatives. Mais moi, ce que j'explique, c'est que si on ne propose pas d'alternative d'éducation financière à notre jeunesse, automatiquement, ils vont choisir le chemin de la rapidité qui se présente à eux, Ça, c'est en vrai. fonction de l'endroit où ils sont. C'est vrai. sûr. Mais est-ce que la C'est société, vrai. dans cette société, une vraie réinsertion après la prison, est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est comme si c'était de la réinsertion, même si c'est pas venu de l'État ou machin. Explique-nous, raconte La réinsertion, comment elle s'est faite? la tienne. La réinsertion, c'est de me dire, voilà, j'arrête mes conneries, je touche souvent plus rien, même si l'argent facile ne rentre pas. Je vais travailler, ça va venir moins rapidement, mais j'aurais pas à tourner ma tête tout le temps à me demander si on me suit ou si je vais me faire attraper ou quoi que ce soit. Tout ça c'est sorti de ma tête, en fait. Je me suis senti plus apaisé après. Qu'est-ce que Je travaillais. quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passé après la prison et qui ont fait qu'aujourd'hui tu sois apaisé comme ça? Business, Dans les business, j'ai complètement arrêté ça, en fait. J'ai fait quoi? J'ai commencé à travailler. Dans quel secteur? C'est pas indiscret? J'ai fait un peu de tout, hein. J'ai ramassé des déchets verts, tout ça. Je prenais ce qu'ils prenaient. J'étais en intérim. Je fais beaucoup d'intérim, tout ça. Après, Et l'intérim, après, il y a des personnes qui vont me dire, l'intérim, c'est pas tout le monde forcément qui va vouloir faire de l'intérim. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et moi, la question... Je sais on arrive, tu vois, c'est parce que on arrive au même problème du départ quand il s'est fait arrêter la première fois. Il travaillait, il avait un travail, il se fait arrêter la première fois et il retourne dans le truc facile. Parce que justement, rapide. Oui, dans le truc rapide. Ouais, je vous jure. Mais quel dur. Non, effectivement. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose, moi, sur laquel je te félicite. Tu es quand même la preuve, comme j'ai dit, que, tu vois, c'est pas tous les gens qui sont en prison qui sont des mauvaises personnes, comme on dit, ou des personnes avec, voilà. Il y a des personnes, s'il a un cadre, si il a du boulot, il peut. Mais maintenant, la question que j'ai demandé est importante. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quand tu sors de prison, tu fais de l'intérim. Comment le travail se présente à toi? Tu vas au Pôle emploi, on te donne du boulot. Comment ça se passe en fait? Comment tu retournes? Pôle emploi, j'allais pas à Pôle emploi. J'ai fait les boîtes d'intérim, j'avais fait un CV, tout ça, et j'étais dans les boîtes d'intérim, j'ai déposé des CV, machin, tout ça. Et ça a joué le fait que tu étais en prison ou pas dans ton CV? Non, mais il y a pas de discrimination. Justement, il y avait des, franchement, c'est vrai, il y avait des trucs pour les gens qui ont fait de la prison, la réinsertion. Il y avait des boîtes d'intérim qui faisaient ça. Ah, mais là, tu rencontres encore des prisonniers, c'est-à-dire ils auraient pu te donner encore des plans. Oui, non, mais justement, pas forcément. La réinsertion, c'est pas que les gens qui ont fait de la prison, ça peut être des gens, je sais pas, enfin. Un drogué. Voilà, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Moi, c'est la boîte d'intérim, et en plus de ça, la boîte d'intérim qui font de la réinsertion et donnent du travail, mais pas forcément, quand ils donnent du travail, c'est pas forcément, tu vas te trouver dans un endroit où il y a des gens qui ont fait de la prison ou machin. Ça se trouve, ça doit être le seul qui a fait de la prison, et voilà. C'est juste la boîte d'intérim, en fait, d'avoir des gens en mission. Et la boîte d'intérim, tu l'as fait à Rennes? À Rennes, à Rennes, j'ai fait ça. Breton, là, c'est bon. J'ai fait ça, en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans. Il faut ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, une fois qu'il voit que t'es sérieux sur machin, tout ça, et après, il te met vraiment dans des trucs normaux. Et moi, j'ai commencé par ça. Et pour la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui, là, j'étais en réinsertion au début. Pendant 2 ans, et là, ça va faire 8 ans. Je travaille pour la boîte, je suis embauché maintenant. Ça fait 3 ans que je suis en CDI et je suis chef d'équipe, et voilà. Félicitations. Il y a un truc que je tiens à signaler, c'est vrai que ça me fait penser à l'impasse Kerry James. C'est vrai que je tenais à faire un appel aussi à Kerry James, qu'il ne faut pas qu'il hésite à venir à l'émission. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur le déterminisme, sur cette notion de facilité. Aujourd'hui, les jeunes sont très accrochés à cette notion de rapidité. Quand je dis facilité, oui, tu as raison. C'est pas facile, mais c'est l'argent facile. Et l'argent facile, vous le perdez tout aussi facilement. Rapide. Pourquoi je dis rapide? Vous savez pourquoi je dis ça? C'est même pas que pour défendre. C'est parce qu'en fait, quelque part, il faut pas. En fait, faut dire la vérité aux gens. D'accord? Moi, quelque chose qui est facile, je te dis que c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu affaire aux deux. Je me suis retrouvé dans la rue et là, je suis en entrepreneuriat. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un va entreprendre. Il y a un petit qui m'a dit, moi aussi, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire une raceuse de VTC. J'ai dit, c'est dur, mon ami. Il dit, tu vas souffrir. Il dit, tu vois, là, la première année, ça va être dur pour toi. Après, il m'a dit, pour le financement, il dit, soit tu vas à la banque, soit tu vas devoir. Ça peut être compliqué. Mais par contre, si tu arrives dans l'entrepreneuriat, voilà, moi, je dis juste la vérité aux gens. Je suis pas là pour. Voilà, moi, aujourd'hui, je serais pas, ça me plairait pas que j'entende, par exemple, que l'un de mes petits frères, il est allé en prison. Vous voyez? Mais les gens, il faut qu'on leur dise la vérité telle qu'elle est.
c'est un argent qui est difficile, mais c'est un argent qui est très rapide. Il y a son lot de problèmes, mais il y a aussi son lot de plaisir, parce que sinon, voilà, les filles, la gloire, etc. Mais c'est pour ça que les gens, ils y vont. C'est pour ça que les rappeurs le chantent. C'est pour ça que les polars sur les gangsters, ça fait fantasmer les gens. Maintenant, Dia, quand on a le temps... Justement, C'est peut-être aussi quelque part, aussi, le fait de mettre tous les jours, tu vas sur YouTube, il n'y a que des pubs, l'argent, le matérialisme. C'est peut-être ça aussi qui rend peut-être un peu fou les gens. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a une différence entre pourvoir à ses besoins primaires, manger, etc., et l'amour exagéré de l'argent. Et là, je vais aller vers Dia. Est-ce que ce serait peut-être pas le type de valeur qu'on défend aussi? Kerry James, à ce niveau-là, justement, tu parlais un clin d'œil, mais c'est plus que ça. C'est que la culture hip-hop originelle avait pour but précisément de jouer un rôle structurant auprès d'une jeunesse qui était quelquefois livrée à elle-même. Et parler des conditions de l'univers carcéral à l'échelle d'une prison, comme justement Kerry James le fait dans l'Impasse, c'est quelque chose qu'il faudrait plus pour justement mettre sur une balance les valeurs qu'on voit dans le matérialisme et l'argent rapide, facile, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, et simplement se dire que, en fait, on a de la valeur en soi. Et c'est cette valeur-là qu'il faut d'abord faire monter pour qu'ensuite on attire à soi une véritable prospérité. Mais Dia aussi, si tu arrives, tu immigres, tu quittes ton pays, et tu arrives dans un pays où tu as perdu tes valeurs, quelque part tes valeurs ont été brisées par des fois la colonisation, la guerre, etc. Des fois aussi, c'est très difficile le temps de te reconstruire, etc. Donc maintenant, pour moi, on a une responsabilité, comme on a vécu ces choses-là. Et même ceux qui ne l'ont pas vécu, aujourd'hui, je suis content qu'il y a des modèles. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu as dit « j'aime les maths, j'aime les chiffres ». Tu vois, moi, quand j'ai vu même, on a parlé en off de Ishango, ça m'a fait plaisir. On parle des mathématiques, aussi des mathématiques africaines. On a plein de jeunes ingénieurs qui sont là. Et juste aussi, tu lui montres l'angle. Kalala faisait ce travail-là aussi, de montrer que nous aussi, on peut faire des maths. Et c'est peut-être aussi une autre manière de montrer le savoir. Montrer les autres valeurs qui pourront encourager aussi nos jeunes à aller vers la science. À aller vers ça. Quelque part aussi, des fois, il va vers là, mais c'est aussi des fois la seule voie. Parce que si tu vas des fois dans un système où on te dit forcément que tes ancêtres, ils étaient bêtes, ils n'ont rien inventé, etc. Des fois, franchement, ça fout le cafard. Bien sûr, ça donne pas. Alors moi, j'ai un pote à moi, d'ailleurs, c'est un Français, il me dit « ça fout le cafard ». Ça fout le cafard. Ça, c'est la responsabilité. La responsabilité de la communauté, c'est de créer les conditions pour chaque enfant de voir une identité, quelque chose à quoi ils veulent s'identifier, culturellement qu'il soit positif. Mais je dis, il y a une responsabilité au niveau de l'État, de tenir compte qu'il y a des populations qui sont ici et qui ne le sont pas simplement parce qu'ils sont venus en voyage et en tourisme. Ils le sont parce que les conditions économiques et politiques des 40 dernières années ont nécessité quelquefois leur présence ici ou alors ont imposé qu'ils se déplacent des pays du Sud. Et ce sont des migrants économiques qui ont été face à des États brigands et face à un néolibéralisme aujourd'hui qui va continuer encore à agir comme ça. Donc, la seule réponse qu'on donne, c'est un peu plus de centres de rétention administratif, un peu plus de prison, je crois que c'est le paradigme de la société dans laquelle on est qui est en fait à interroger. Et que la prison, elle commence d'abord dans l'esprit. C'est pour cette raison que si effectivement, culturellement, tu sais que tu as ton quilombo en toi, tu as ton espace où tu vis ta vraie libération, ta liberté, dehors, quel que soit ce qui va être brisé, détruit. Moi, je viens d'un pays, le Gabon, où en ce moment, il y a plein d'habitations qui sont cassées. Et effectivement, tu sais c'est quoi le sous-développement et qui fait qu'en fait, on a une mentalité de prison, c'est que tu vois tout brisé à l'intérieur de toi. Tu vois que le quartier, tu vois que tout en petit. Et là, tu te dis, ce qui est à l'extérieur de moi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Mais c'est toi qui le laisses rentrer. Si, effectivement, il y a d'autres rêves, d'autres manières de voir, d'autres visions pour tes filles, pour nos enfants, d'autres façons de s'identifier, eh bien, à ce moment, la communauté crée une protection, comme une bouée, un coussin d'air. Mais ça n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut politiser plus la jeunesse qu'on a, de façon à ce que lorsqu'il y a à s'engager politiquement, il y a les municipalités, il y a les municipales, les législatives, les présidentielles, eh bien, ça représente un poids. Parce que l'État ne peut pas juste se dédouaner en disant « Ah, c'est la faute de cette communauté ». Après, tiens, regarde, j'ai une petite question. Oui, l'État a son rôle à jouer, etc. Bon, là, on parle principalement aussi, on parle pour la communauté afro et pour toutes les personnes. Ouais, là, on laisse la prison. Mais regarde, si par exemple, je prends Adama, à l'époque où tu avais 17-18 ans, si tu avais rencontré dans ton quartier quelqu'un comme Christian, qui est très très fort dans les chiffres, ou si tu aurais rencontré quelqu'un comme Dia, qui connaît bien le système au niveau social, ou moi qui ai une entreprise dans le transport, tu aurais accepté que je t'embauche dans le transport pour travailler pour moi? Tu aurais accepté de faire des maths avec Christian ou tu aurais accepté de faire des sciences sociales avec Dia? Est-ce que ça a changé ton parcours de voir des personnes? Là, on va dans les solutions. Parce que tu vois, moi, voilà, comme Philippe Fabignon, le directeur de la chaîne, il aime des fois le concret, on parle clair. On va parler clairement. Si tu avais eu des personnes comme nous, afrodescendantes, au quartier,
est-ce que ça t'aurait donné envie de faire autre chose de ta vie? Si je vois les réussites, bien sûr, ça m'a donné envie. Forcément, ça m'a donné envie. Mais si tous les trois, on était en prison, des fois, pour peut-être des petites bêtises qu'on avait fait avec les potes au quartier vite fait, on nous a enfermés, donc t'as pas le temps de me rencontrer des fois aussi. Non. Parce qu'on m'a coffré. Ouais. Tu vois, mais si maintenant, il y a des gens comme nous, on s'est battus, chacun avec son parcours, et je respecte le parcours de tous, Ouais. vous voyez, ça t'aurait peut-être donné envie d'aller... Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et là, on arrive vraiment dans le concret. Ouais, c'est ça. Tu fais... Donc là, du coup, là, t'es dans quel secteur aujourd'hui? Là, je suis dans le bâtiment, là. Ok. Je suis Ça pas connaît un peu tous les produits de dans le bâtiment, ça fait un peu plus de 8 ans parce que... Bâtiment... Construction. Construction. Ouais, construction, on fait un peu de tout. Métro, même le métro, on a fait le métro de Rennes, tout ça. vous avez fait Le métro de Rennes, bâtiment, en ce moment, on fait que des bâtiments, des immeubles, tout ça. Tu vois, alors Zone là, commerciale, des iPads, on fait plein de trucs. ça veut dire qu'une procureure, elle peut monter dans le métro de Rennes, elle sait même pas que ça a été construit. Voilà, j'ai participé à la réussite. Pourquoi est-ce que tu serais prêt à Voilà. communiquer, à parler de ton expérience en live, en présence comme ça à des jeunes à Rennes ou ailleurs qui ont l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ont peut-être été en prison à un moment. Tu penses que tu as un Toi, tu rôle pourrais être un rôle modèle pour eux. Un modèle pour eux. Oui. Oui, je pense, parce que avec ce que j'ai vécu et ce que je suis devenu aujourd'hui, ouais, je pense quand même, parce que ça n'a pas été facile pour moi. Hein. avec le recul. Ouais, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai un peu galéré, même pour m'en sortir. Ça n'a pas été facile de me dire, ouais, j'arrête tout ça et je vais me remettre à travailler et avoir une vie normale. C'est beau, donc tu as compris que même le Voilà, travail, voilà, c'est pas voilà. facile. Voilà, c'est Parce pas que pour moi, il y a facile. des C'est pas avocats, facile. Non, c'est facile. pas facile. C'est dur. Moi, j'ai douille, moi, tous les soirs quand je rentre chez moi. Je suis éclaté, je suis mort. Voilà. Mais par contre, Ouais. moi, c'est vrai que Je sais que, voilà, papa, voilà. voilà. Et l'argent que je gagne, je sais d'où ça vient et je sais comment l'utiliser. Voilà. Avant, l'argent quand je vendais de la drogue, tout ça, l'argent, ça venait, Ouais, ça tu savais que partait, je m'en foutais. Je me disais, ouais, demain, je vais refaire les mêmes, machin, tout ça. Alors, Aujourd'hui, c'est plus pareil aujourd'hui. Je sais que là, justement, Adama, tu me tends une perche. Par rapport à tes enfants, quelle solution aujourd'hui tu as avec toute ton histoire pour éviter qu'ils passent par la case prison? Déjà, leur expliquer mon parcours, qu'ils comprennent. Avec le temps, il faut qu'ils sachent quand même ma vie, tout ça. Pourquoi tu ne leur caches pas ça? Ça t'a jamais... Non, mais je peux pas leur cacher. Pourquoi leur Tu vas leur cacher? présenter ça. Il faut Oui. qu'ils le sachent. C'était c'est important bien. pour moi. Ils ont quel âge? Explique un peu. C'est encore petite. Elle va avoir 8 ans, elle va avoir 8 ans et 3 ans. Ok. Et ouais, je vais leur expliquer parce que il faut qu'ils connaissent ma vie, quoi. C'est ma vie. Même si c'est pas une chose qu'ils devraient savoir peut-être, mais c'est normal qu'ils sachent, quoi. En Et respect. puis Et pour toi, leur expliquer non, bref. même leur fréquentation, tout ça, de leur faire comprendre que voilà, je ne serai pas toujours derrière eux quand ils seront dehors, machin, tout ça, mais je leur dirais quand même, je vais essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils fréquentent des gens infréquentables, quoi, s'ils veulent Après, avancer dans leur vie, quoi, en fait. moi, je vais pas. Après, c'est vrai, on dit infréquentable, mais comme tu as dit, des fois, certaines personnes nous ont appelés infréquentables alors qu'on avait des situations. Là, je parle vraiment pour la communauté. Il y en a qui ont des situations compliquées à la maison, donc ils traînent dehors. Ça ne veut pas dire forcément, comme j'ai dit, que c'est pas un ingénieur en sommeil. Moi, je pense que pour parler solutions, ça va être très difficile de faire le tour de tout. Mais moi, je pense que quand une personne s'en sort, elle a le devoir de montrer l'exemple. Moi, ça dans la base, moi, je suis pas média, c'est pas ma spécialité. Je suis très récent dans le monde des médias, mais il y a des gens de ma famille d'ailleurs. Ils m'ont dit, écoute, avec le parcours que tu as vécu, ça pourrait encourager aussi d'autres jeunes. Leur expliquer. Moi, il y en a, ils sont passionnés. Par exemple, là, j'ai une nièce à moi, elle est passionnée de compta. Mais en fait, tout le monde voulait qu'elle fasse un certain métier. Et je dis, mais non, mais elle compte super bien, la petite. Vous voyez? Là, il y en a une autre, elle veut être psychiatre pour les enfants. Tu vois, mais d'autres, vous voyez, des fois, un peu, nos parents, des fois, je veux que tu fasses tel métier. Des fois, il a les chiffres dans le sang. C'est-à-dire, il faudrait peut-être qu'on s'approche plus de notre jeunesse, parce que j'ai l'impression aussi qu'elle a été quand même quelque part délaissée. Tu vois, nous, je pense qu'on a un rôle. L'État a son rôle, comme Dia l'a dit, au niveau systémique. Parce qu'il faut dire la vérité, on ne peut pas parler à un enfant que son père, il a migré, il a quitté une guerre, qu'il a vécu des guerres incroyables. On ne peut pas lui parler comme un enfant dont les parents n'ont pas vécu la guerre de manière assez récente. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, ça. C'est trop facile de dire, oh, les enfants, ils sont comme ça, sachant qu'avec l'épigénétique, on sait maintenant scientifiquement que l'environnement a un impact sur le comportement des gènes. Ça a été scientifiquement prouvé par des personnes de toutes les origines et des scientifiques. C'est-à-dire que si on parle d'épigénétique, une personne qui grandit dans le chaos,
porte aussi le chaos en lui. Ouais. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, pour les solutions à échelle directe, comme on veut parler concret, c'est un peu la mentalité des funérailles des tabous. On essaie d'allier en fait tout ce qui est théorique et pratique. Je pense que c'est important que des personnes comme toi puissent expliquer la galère que tu as vécue dans la street et les bons moments et les conséquences, et la galère que tu as vécue aussi dans le monde du travail et les bons côtés. Notre jeunesse surreprésentée dans l'univers carcéral envoie un message à d'autres jeunes encore. Ma question, c'est est-ce que, à un moment, le cycle que ça produit, tu as parlé d'épigénétique, est-ce que ça ne fait pas un cycle qui donne l'impression aux jeunes, quand ils viennent, que pour eux, à traîner dans le même quartier, à faire les mêmes choses, eh bien, ils vont reproduire le même. Comment est-ce que nous, on rompt le cycle là? C'est ce que je veux dire. On est des pères. Mais est-ce que les jeunes, ils sont au courant, est-ce qu'ils sont au courant que les HLM, les quartiers dans lesquels ils ont été, leurs parents les ont ramenés ici pour travailler? Est-ce qu'ils savent que leurs parents et grands-parents ont construit la plupart des grands monuments? Aujourd'hui, c'est des afrodescendants qui sont dans le bâtiment. Donc même là, les choses qu'on construise, allez-y vite fait pour voir. Vous allez voir que la plupart, si c'est déjà ça que c'est. Par exemple, mon père, il a contribué au chantier pour Walt Disney. Je te jure que quand il m'a dit ça, parce que nous, on a été à Walt Disney quand on était plus petits, mais quand mon père m'a dit qu'il a participé au chantier pour ça, je ne voyais plus Walt Disney pareil. Je me dis, quand même, il a participé quand même à ça. Il a dit, tu vois, là, tel immeuble-là, on a travaillé aussi là-bas. Pour moi, ça commence par l'histoire. On ne se raconte pas assez, tu vois. Mais notre jeunesse est quand même aujourd'hui surreprésentée dans les prisons. Oui. Adama, peut-être que Adama peut répondre à ta question, parce que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que tu as des idées, des pistes? Ce qu'on peut faire pour les jeunes Ceux qui sont à l'intérieur, on a un peu vu pour ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui sont déjà à l'intérieur, pour éviter qu'ils retournent, qu'est-ce qui pourrait les Pour éviter qu'ils retournent. les faire sortir du cercle? Moi, je pense que la réinsertion et puis à l'accompagnement et voilà. Quel type d'accompagnement? Parce que par je dirais par une association peut-être, des gens qui, je sais pas, qui pourront les aider et d'avancer, je sais pas, de sortir de cette impasse. Et puis voilà, ce n'est pas ça, c'est. Je vais te compléter. En fait, quand je dis association, c'est là où on arrive dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'afrodescendant, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui peuvent, pour moi, il faut absolument entreprendre. Entreprendre pour permettre à ces personnes-là aussi de venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un jeune il a un stage, si tu le prends avec toi dans ta société, tu vas pouvoir aussi lui transmettre des valeurs. Mais les valeurs, ça va avec le pain. Si tu leur ramènes le livre sans nourriture, il ne t'écoutera pas. Tu viens lui ramener des théories, il a faim. Donc si maintenant il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, viens, on va braquer, on va manger, là, je mets dans la peau d'un jeune. Il dira, mais si on donne des alternatives à manger et à boire et du savoir, là, ça peut fonctionner. Entrepreneuriat, pour moi, c'est une des meilleures choses. Enseigner aux gens, là, je pense qu'on fait la partie théorique, mais l'entrepreneuriat, c'est très important. Qu'on ait de plus en plus de modèles de réussite au niveau entrepreneurial qui vont permettre aussi à nos jeunes de s'identifier. Attention. Associatif aussi, en instant, parenthèse, après, je te laisse continuer. L'entrepreneuriat, je parle pas, il y a le business aussi, mais pas que le business, des associations solides qui tiennent, qui vont nous permettre, en fait, des institutions, des entreprises, des personnes morales qui pourront permettre à nos jeunes de se retrouver. C'est une des solutions pour moi les plus rapides. Mais on est d'accord que la première de ces institutions qui fonctionne ou peut fonctionner, c'est une cellule familiale qui propulse l'idée que les enfants, vous êtes encouragés, vous êtes accompagnés, vous êtes aimés, on a confiance en vous. Moi, je dis qu'on peut rechercher ça chez des groupes de pères, des bandes, comme ça, à l'extérieur, des équipes, quand on a l'impression justement qu'on n'est pas reconnu et qu'on n'est pas valorisé. Et à ce moment, ce que j'entends, et c'est une question, est-ce qu'il faut que dans notre communauté, beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'hommes aillent eux-mêmes créer leur société pour qu'on puisse embaucher des enfants, non pas simplement pour leur donner de quoi manger, mais aussi pour nourrir leur confiance en eux, l'esprit, leur mental. Quand on est plus de médecins, de cabinets de notaires, d'avocats, qui justement pourront donner des stages à des enfants et qui pourront quelque part contribuer à réparer les préjudices qui sont hérités de la colonisation. Il y a juste une chose qui est très importante, parce que Bachoua, tu nous as fait l'étalage de la faim. On comprend de quelle faim tu parles, mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord eu une faim plutôt peut-être affective? Parce que quand on regarde ton histoire, on t'a sorti de ton cocon, de ton univers, qui était plutôt cadré et rigide. Tu arrives ici et tu vois des libertés,
tu vois, je parle de facilité, on a vu que c'était peut-être pas le bon mot, mais tu vois quelque chose, tu vois des raccourcis. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une carence peut-être d'amour qui a fait que finalement, comme le dit Dia, finalement tu as trouvé l'amour dans un club d'amis qui t'ont montré des choses auxquelles tu ne devrais même... Quand on te dit, mais qu'est-ce que tu voulais te faire avec cet argent, tu sais même pas quoi répondre. Ouais, non, c'est vrai en plus, parce que moi, mes parents, je savais que mes parents, ils m'aiment, quoi qu'il en soit, ils m'aimaient, mais vraiment, ils m'aimaient parce que je leur enfant. Mais il y a un peu de ça aussi, je dirais. Parce que moi, mes enfants, moi, j'ai toujours dit, je donnerai ce que j'ai jamais eu. Moi, mes enfants, tous les jours, je leur dis, je vous aime, machin, tout ça. Alors que moi, ce genre de trucs, j'ai jamais eu ce genre d'affection, tout ça, hein. J'ai jamais connu ça, hein. Mais ce qui est sûr, moi, mes filles, tous les matins, On y arrive. je leur dis, je vous aime. Même quand ils dorment, je vais au travail, tout ça, je suis obligé d'aller leur faire un bisou câlin avant d'aller au travail. Quand je rentre, c'est la même chose. Ils sont toujours là, papa, je t'aime, je vous aime aussi. En fait, ça, c'est des trucs que j'ai jamais connus, hein. Après, il y a quelque chose que je veux juste lui demander. Tu dis je t'aime à tes parents, mais t'as dit tes parents ils t'aimaient. Oui, je sais, ils m'aimaient. J'ai pas ça, je peux même pas me le poser comme question. Je savais qu'ils m'aimaient. Mais peut-être que Ouais. j'aurais voulu qu'il exprime, en fait. Mais maintenant, Ouais. pour toi, pourquoi ils l'ont pas exprimé cet amour-là? Bah, je sais pas, c'est la façon d'être, peut-être, je sais pas. C'est Il doit pas reçu aussi, effectivement. Non, moi je pense qu'ils ont reçu de l'amour, mais ils ont vécu dans un environnement différent. En fait, on parle de colonisation de loin, mais on se rend pas compte à vivre. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y aura une autre émission pour parler de l'amour des parents afro, mais comme tu as dit, tu sens qu'ils t'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, des fois la maman elle parle pas, tu vas en prison. Tension, tu dis, t'es surpris. Tu dis, mais comment, pourquoi tu autant? Tu vois, donc en fait, ils nous portent. Et ça, je veux dire, nos parents nous aimaient profondément, puisqu'ils ont vécu dans un contexte, nous, ça fait pas longtemps. 1960, Lumumba, on a des vidéos de lui. C'est-à-dire que les parents de nos parents, ils ont vécu ça. C'est quelque chose que je veux dire. Et je suis content aussi que tu manifestes, parce que même moi aussi, je suis pour la manifestation de l'amour envers les enfants. Parce que nous aussi, on a eu un cadre quand même différent de nos parents. C'est juste pour pas qu'ils se sentent trop incriminés à ce niveau-là. Ouais. Non, en tout cas, moi aussi, ça me touche, ça me rappelle beaucoup de choses. On va conclure, on va essayer de conclure. Peut-être un dernier mot pour toi. Franchement, merci d'abord, parce que tu nous parles de toi et tu nous as fait raconter notre histoire en tant que peuple, notre mémoire. Une mémoire de personnes qui partent d'un espace confiné. Et moi, quand tu parles comme ça, tu parles du Sénégal, moi je vais penser à Saint-Louis et à Gorée. Tu vas nous parler d'une prison où dans ta chambre, c'est des lits superposés aussi. Et malgré tout ça, tu réécris une histoire, non seulement pour toi, mais pour les enfants que tu as. Et je dis merci parce que c'est tes propres blessures, tes propres scarifications que tu montres, tes propres douleurs. Parce que là, tu en parles en tant que père, mais tu es aussi un fils qui a été blessé par l'absence d'une mère. Et à ce titre-là, toutes ces prisons intérieures que tu as, dont tu te libères, je te dis merci pour nous permettre d'en faire l'espace à partir duquel on se libère en tant que peuple. Alors, c'était une émission assez intense. On a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup aimé nos échanges. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé justement de cette émission, si ça a réveillé en vous des sentiments. Si vous avez des problèmes aussi vis-à-vis des propos qu'on a tenus dans cette émission, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Les Funérailles des Tabous, c'est votre émission. Nous essayons à chaque fois de mettre la lumière sur des parcours, sur de l'exemplarité, mais sur aussi de l'apprentissage. Alors, apprenons ensemble, retrouvons-nous pour une prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt. Au revoir. Merci encore. Merci. Merci.